j'ai ma salle de cours et juste à côté, il y a une salle d'anglais. Et le cours d'anglais, c'est pendant 1 heure, il y a un CD avec un japonais qui parle anglais et c'est juste un CD d'1 heure. Et le mec, il dit Hello, I'm Tanaka, I'm from Japan. How are you? Et en fait, tout le cours, c'est ça. En gros, il s'amuse à répéter les phrases. Yo tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, on accueille Léa et Thomas. Thomas que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo nous expliquer sa préparation pour partir étudier au Japon. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur cette chaîne. Bienvenue Léa, bienvenue Thomas. Salut! Salut, Comment vous allez? Très bien, toi? ça va. Bah bien écoutez. Alors pour la petite précision, c'est assez rigolo de le dire, mais actuellement il est plus ou moins midi en France et vous, il doit être 19h si je ne me trompe pas. Ouais, C'est ça. 6h42 tout pile. Ah la vache, c'est totalement dingue de dire qu'on parle à l'autre bout du monde et tout, c'est assez ouf. Est-ce qu'on peut vous suivre déjà sur les réseaux sociaux? Vous êtes présent sur Instagram, c'est bien ça? Bien sûr, pas de problème. Sans j'avais déjà mis dans l'ancienne vidéo, vous pouvez venir voir ce que je fais. Je pose des petites vidéos, des petites stories sur la vie au Japon, en tant qu'étudiant, mais aussi la vie en général sur le Japon. Des petites photos stylées de Kyoto, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Et toi Léa? Bah pareil pour moi, du coup sur Instagram, je pose des petites photos du Japon, de ce que je fais, des petites vidéos aussi. Après, je me souviens plus de mon nom sur Instagram, mais je compte sur toi pour le mettre dans la description. Après, j'ai quelques vidéos aussi sur TikTok et je compte en faire quelques-unes, donc voilà, potentiellement. On commence direct par la première question. Ça fait combien de temps que vous vivez au Japon? Bon, Léa, c'est ma copine, donc on est arrivés ensemble en même temps. On est parti le 22 septembre de France, donc le 22 septembre 2022. Et on est arrivé le 23 septembre 2022 ensemble, au Japon du coup. Et 7 mois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ça fait 7 mois. On est arrivés en même temps, on a passé 2 semaines ensemble et puis après nos chemins ils se sont séparés. On est partis chacun de notre côté. On reviendra un petit peu sur ce passage un peu de la séparation, la gestion de la distance. Pour préciser un petit peu, vous vivez à quelle distance l'un de l'autre? Je pense à l'île Marseille, je pense. Et comment ça se passe la vie d'étudiant là-bas au Japon? Ça se passe très bien en vrai. Pour moi, je trouve que la vie étudiante au Japon, c'est l'expérience la plus profitable. On peut profiter du pays, voyager, rencontrer des gens, se faire des potes, apprendre la culture, apprendre la langue, etc. Tout ça dans un contexte un peu moins stressant que si on était là pour apprendre un métier ou quelque chose comme ça. Donc on a un peu du temps pour nous, on a un peu du temps pour les autres. Du coup, on a du temps pour voyager, etc. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'appréhender le Japon. Après, moi, c'est un peu différent de toi parce que toi, tu es à la fac, t'as pas beaucoup d'heures de cours, tu as beaucoup de vacances. Moi, je suis dans une école de langue, donc ça veut dire que ça passe pas par la fac. C'est moi-même qui ai fait les démarches pour contacter une école au Japon, enfin, avec l'aide d'une association en France. Mais c'est moi-même qui ai fait les démarches pour contacter une école au Japon. Mes études, ça se base vraiment sur juste l'apprentissage du japonais, du lundi au vendredi. Et après, on a des petites vacances à côté de ça. C'est pas non plus énorme. Donc, si quelqu'un... En fait, c'est vraiment pour mettre la priorité sur l'apprentissage du japonais et un peu moins pour les voyages. Si la priorité de quelqu'un, c'est de voyager et étudier, c'est sa seconde priorité, je pense que ce qu'il faudrait plus faire, c'est un PVT, pas un visa étudiant comme moi et Thomas. Donc, c'est quoi le parcours qui vous a amené jusqu'au Japon? Et surtout, c'est quoi les études que vous faites au Japon? De ce que j'ai compris, vous avez 2 types d'études, d'approches un peu différentes pour apprendre le japonais. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Du coup, moi, je suis en échange universitaire, donc je suis inscrit à la fac en France. Je fais ma licence en France, donc je fais une licence de japonais et l'LCER que j'avais déjà présenté dans l'ancienne vidéo. Je fais ma licence, là je suis en L3, et donc là je suis parti dans le cadre d'un échange universitaire, donc ma fac qui envoie des élèves au Japon et la fac japonaise qui envoie des élèves en France. Dans ce cadre-là, je suis parti, donc j'ai moi mes cours de la fac en France avec mes examens et tout que je dois faire en ligne, etc. Et du coup, à la fac au Japon, j'ai que des cours de japonais. Et en plus de ça, je peux profiter de la vie étudiante. Donc, je peux avoir les clubs, les cours qui sont multiples, les autres activités, les sports, etc. Donc, je vis la vie étudiante d'un étudiant japonais. Sauf que j'ai mon diplôme en plus de ça qui m'attend en France, quoi. Entre guillemets, je fais mes partiels, etc. Et en plus de ça, j'ai 2 trucs en même temps en fait. J'ai mon diplôme en France et ma vie universitaire au Japon du coup. Bah, moi, du coup, c'est un petit peu différent. J'ai essayé d'abord de partir au Japon avec la fac parce que Thomas et moi, on était dans la même licence. Sauf que entre-temps, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi.
Et j'ai pas été acceptée par l'échange universitaire avec la fac. Donc, en fait, moi, mon but, c'était vraiment d'aller au Japon avec la licence de japonais. Et du coup, quand ils m'ont refusé, j'ai lâché mes études et j'ai cherché moi-même de mon côté un moyen d'aller au Japon. Et du coup, je suis tombée sur les écoles de langue au Japon. Donc, c'est une école où il y a pas mal d'étudiants du monde entier qui viennent pour juste apprendre le japonais, en fait. Donc, moi, dans mon cas, c'est vraiment pour apprendre le japonais parce que c'est mon rêve depuis toute petite. Donc, je vais passer un an là-bas à apprendre le japonais. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens dans mon école qui viennent pour après rentrer dans des écoles japonaises, dans des facs japonaises, trouver un métier au Japon. Et du coup, Thomas, lui, il a beaucoup plus de temps libre parce qu'il est à la fac. Du coup, il a plus de vacances. Mais moi, c'est vraiment juste pour le japonais. J'ai quelques vacances à côté. Mais si quelqu'un voulait venir au Japon avec pour priorité le voyage, je pense que le mieux pour lui, ce serait pas de faire un visa étudiant comme moi j'ai fait pour aller dans une école de japonais, mais de faire à la limite un PVT, comme ça pour pouvoir choisir les moments où il travaille, les moments où il va dans une école pour, je sais pas, 1 ou 2 semaines apprendre le japonais, et après les moments où il voyage et il fait le tour du Japon. C'est vachement intéressant le point de vue que tu donnes là-dessus. Vous avez déjà une belle réflexion un petit peu là-dessus. Je te posais la question un peu, Thomas, au niveau des facs, c'est un peu similaire à ce qu'on a en France ou c'est totalement différent? Le système est similaire, mais le fond est quand même vachement différent. En France, on rentre à la fac très facilement, mais c'est après où, en gros, c'est difficile de passer les examens, etc. C'est difficile. Mhm. Au Japon, c'est l'inverse. Rentrer dans une université, c'est difficile, mais quand tu es à l'université après, quand tu y es, les examens, etc., c'est pas facile, mais c'est plus facile, on va dire, que les facs en France. Donc, en gros, les Japonais, ce qu'ils font, c'est qu'en général, tout le lycée, ils bossent à fond. Et quand ils arrivent aux études supérieures, c'est à ce moment-là où ils se déchargent, où ils vivent vraiment leur vie étudiante. Comme par exemple en France, c'est là où ils vont vivre leur vie étudiante, où ils vont sortir dans les bars, faire des sorties, etc. C'est dans ce sens-là, du coup, la fac, en tout cas pour les étudiants, la fac aussi, du coup, l'université en elle-même, je trouve qu'elle est plus vivante. Il y a plus de choses. Il y a des clubs, il y a des cours en plus. Il y a souvent des clubs de musique. Il y a des clubs qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y a des clubs où c'est simplement s'occuper des chats du quartier, leur donner à manger, s'en occuper. Il y a aussi des clubs où c'est regarder les étoiles. C'est vraiment un club qui existe. Il y a aussi des associations. Donc ça, c'est fait par les élèves, etc. Ça a pas vraiment, c'est un petit peu en dessous du club. Le club, en général, c'est les sports. Et les associations, c'est un petit peu en dessous, on va dire. C'est ce qui arrive une fois par semaine, etc. Alors que les clubs, c'est plusieurs fois par semaine. Il faut payer en général pour s'inscrire à l'année. Et les associations, ça peut être... là, par exemple, je suis dans une association de langue des signes. Donc, il y a les associations, les clubs, et ensuite, il y a toute la vie étudiante, des cours, etc. Et ils jaugent un petit peu comme ça. Donc, en fait, ils font les cours. Ils font aussi souvent beaucoup de clubs et beaucoup de sports, et certaines associations, etc. Après, c'est surtout qu'au Japon, il y a aussi un peu une course à rentrer dans la fac la plus prestigieuse possible Ouais. pour avoir un diplôme qui est le plus reconnu possible. Mm. Donc forcément, une fois qu'ils sont dans la fac, ils relâchent un peu la pression, quoi. C'est pareil Ouais, c'est ça. pour les gens qui sont dans mon école, du coup, les étrangers qui sont dans mon école et qui veulent rentrer dans une fac japonaise, il y a des tests à passer et c'est quand même très, très dur. Je me suis renseignée un petit peu et c'est très, très, très dur de passer les tests pour entrer dans une fac japonaise pour avoir un très, très bon niveau de japonais. Et à la limite, s'il y a des Français qui veulent aller étudier dans une université japonaise, là, pour le coup, même si la licence de japonais en France, elle n'est pas très, très intéressante, vaut mieux s'accrocher, passer 2 années à faire un truc pas très, très intéressant en fac en France et après réussir à avoir l'échange universitaire pour aller à la fac au Japon. Parce qu'aller au Japon et après demander une fac depuis le Japon, c'est très, très compliqué. Il y a des gens qui viennent apprendre le japonais du coup au Japon, comme vous. Et il y en a, une fois qu'ils ont un niveau suffisant, ils vont faire des études autres que le japonais au Japon. C'est bien ça. Mais c'est pas un peu hardcore justement de faire ça, tu vois?
Bah, c'est un peu compliqué. Après, je sais que beaucoup de gens dans mon école, ils viennent justement au Japon parce que le Japon, c'est réputé pour avoir des bonnes écoles, une bonne éducation et aussi un bon niveau de vie. Il y a beaucoup de personnes dans mon école qui viennent du Sri Lanka ou de Chine et en fait qui sont ici pour rentrer dans une école au Japon et après avoir un beau métier, avoir une belle éducation, tout ce qui va avec, quoi. On a tendance à oublier qu'en Europe, on fait partie des hauts du panier en termes de niveau de vie et que dans les Mm. pays asiatiques, bah, par le Japon et j'imagine la Corée du Sud, niveau de vie, en fin de compte, il n'y a pas tant de pays que ça où le niveau est assez dingue. Tu vois. Ouais, voilà. Donc, La plupart des gens qui sont dans mon école et qui viennent d'Europe comme moi, bah, c'est un peu pas par loisir parce qu'on apprend quand même quelque chose, mais c'est vraiment pour par volonté d'apprendre le japonais parce qu'en général, on aime le pays. Et après, il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays asiatiques plus pauvres et qui viennent ici pour avoir un avenir. En fait, ils viennent apprendre le japonais et après rentrer dans une école pour avoir un avenir. Moi, de ce que j'en ai compris, parce que j'en ai parlé un petit peu avec des amis japonais et puis avec d'autres amis qui connaissent un petit peu la culture, etc. C'est beaucoup sur à quelle fac j'ai été, à quelle université j'ai été accepté. Parce que souvent, selon les universités, les tests d'entrée sont très différents et demandent des capacités différentes. Donc, une personne qui aura fait son diplôme à la plus grande université de Tokyo euh, aura du coup une espèce d'aura de j'ai réussi à passer le test d'entrée, je sais réviser, je sais travailler, je suis assidu, j'ai une discipline, je suis j'ai envie quoi. Et donc ils vont moins se baser sur les compétences réelles de la personne, genre que tu fait que t'aies fait que t'aies fait anglais, technologie, etc. Ils vont pas trop se baser sur ça, ils vont se baser plus sur l'école que tu as fait, peu importe si ça a été général, techno, tout ça, mais vraiment sur l'école que tu as fait, ça voudra dire que tu auras eu des compétences personnelles, vraiment de travail, d'acharnement, je lâche pas, je baisse pas les bras, je sais travailler, je sais que même si ça me fait chier, je vais rester et tout. Que du coup, euh, ça, je sais pas si c'est exactement réel, mais du coup, j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit ça. Pour des métiers qui en France demandent vraiment des fortes qualifications, au Japon, ils baissent un petit peu cette demande pour ouvrir un petit peu plus. Donc par exemple, ingénieur informatique, ils ne demandent pas forcément à ce qu'on ait un diplôme d'ingénieur pour rentrer dans des travails justement d'ingénieur informatique, mais ils peuvent former sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ce qu'ils demandent simplement, c'est d'avoir fait telle ou telle école ou d'avoir entre guillemets un diplôme dans une autre langue, dans un autre pays, qui montre en fait que du coup, même si ça nous emmerde, même si ça nous fait chier, qu'on est assidu et qu'on en veut et qu'on lâchera pas quoi en gros. Ok, c'est intéressant. C'est un mode totalement différent de la France au final. Enfin, c'est une approche différente. Mais du coup, ça me paraît un peu bizarre aussi, parce que tu peux être un excellent étudiant, être un mauvais travailleur, et inversement, être un étudiant qui galère, et au final, quand tu travailles, exploser totalement et t'en sortir totalement. Donc, je sais pas si ça fonctionne bien. J'imagine que oui, sinon ils auraient changé de système. Vous, de votre point de vue, ça vous paraît ok, ou genre c'est un peu pernicieux comme système? Bah, après, en France, on n'a pas exactement la même chose, mais quelqu'un qui va sortir d'un master de commerce international et quelqu'un qui va sortir d'une grande école de commerce international, il n'aura pas non plus les mêmes possibilités. Après, c'est pas pareil non plus. Et au Japon, c'est un pays qui est quand même fort homogène. Il y a beaucoup de hiérarchisation dans les sociétés, dans les entreprises et tout. Donc, je pense que ça marche. Ouais. Je pense que Ouais. pour eux, avec notre culture, peut-être que ça marcherait pas, mais en tout cas, eux, avec leur culture, je pense que ça marche bien. Ensuite, prochaine question, c'est quoi une journée type d'étudiant pour vous? Une journée type étudiante pour moi, déjà, j'ai cours que l'après-midi. D'accord. Donc, ouais. Donc, je me lève le matin. Si j'ai des devoirs à faire, je les fais. Je me prépare pour aller en cours. Après, je vais prendre le train. Du coup, les transports, ça coûte assez cher au Japon. Mhm. Parce que en France, on peut facilement avoir une carte qui va nous coûter, je sais pas, 50, 90 euros par mois. Et on peut faire, par exemple, toute la métropole lilloise, une partie de Paris, je sais pas. Au Japon, c'est les prix qui vont, si on veut prendre une carte d'abonnement, les prix vont très vite monter.
Et en général, ça va être que pour faire un trajet d'un point A à un point B. Et soit avec un bus, soit avec un train. Donc les prix, ils montent très très vite. Même si après, si c'est juste pour faire un aller-retour, c'est pas excessif. Donc environ, moi je fais 1 heure de métro pour aller à mon école. Et par semaine, je dois en avoir par à peu près 10-15 € pour 5 jours. Donc ça fait x4 pour le reste du mois. Ouais, Voilà. 60 balles. Voilà, les prix, les transports, ça monte un peu vite, quoi. Et encore, tu fais pas un trajet très long, si on peut dire ça, quoi. Non, je fais pas un trajet très très long. Je fais vraiment un arrêt de métro. Après, je vais en cours, je fais ma petite après-midi. Des fois, je sors avec des amis de mon école. En général, c'est une bonne ambiance parce que du coup, on vient d'un peu partout du monde. Donc, ça me permet de rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. C'est sympa. Et après, je rentre chez moi. Je suis dans une share house. Donc, il y a quelques Français dans ma share house, mais en majorité, c'est des Japonais. Donc, ça me permet d'avoir comment dire, un petit ancrage avec la France, de pas me sentir totalement dépaysée et totalement perdue. Mais en même temps, ça me permet de parler un petit peu aux Japonais qui sont dans ma share house. Donc, c'est assez agréable. Alors ma journée type, très différente de celle de Léa. Hein. On a cours, nous. Donc on se lève matin tôt. Hein non, Surtout pas court non, que j'ai le cours le matin. matin. Moi, du coup, je me lève à 8h. 8h45. Ici, en général, c'est 1h30 de cours. Donc, en fait, c'est 8h45. 8h45, 10h15. Il y a 15 minutes de pause. 10h30, midi. Voilà, en général, c'est comme ça. Et du coup, je commence à 8h45 quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. J'ai cours du coup que le matin. J'ai pu choisir mes cours au début du semestre. Donc, j'ai choisi du cours de langue. J'ai choisi d'autres cours de langue, donc j'ai commencé aussi. Là, par exemple, j'ai commencé le chinois et le coréen aussi. Je suis un peu éparpillé comme garçon. J'aime bien les langues en fait. Je m'en suis rendu compte cette année que j'aime vraiment beaucoup les langues. Du coup, voilà. Donc en général, voilà, je me lève à 8h, j'ai cours toute la matinée. Donc en fait, donc là, j'ai cours de japonais avec des étrangers. Et ma classe est composée à 98% de chinois. Donc voilà quoi. Je me suis fait pote avec des Chinois, en vrai ils sont très sympas et tout. Et voilà quoi, du coup j'ai cours. Donc j'ai rencontré plein de gens d'un peu partout. Donc là ce semestre-là c'était des Chinois. Enfin, c'est surtout des personnes venues de Chine. Au semestre dernier c'était plutôt des personnes d'Inde et du Sri Lanka. Donc en fait ça dépend un petit peu. Ça dépend, ouais, voilà. Donc après fini les cours, je vais manger et après je révise toute l'après-midi en général. Et voilà, en gros. Ok, donc on a deux schémas différents. L'une, Ouais. c'est le matin révision, l'après-midi cours, et l'autre, c'est cours le matin et révision l'après-midi. Au final, ça s'équilibre un peu, j'imagine, à part pour les Ouais. vacances. Tu disais que ça avait l'air un peu plus majoritaire pour la fac, si on peut dire ça. Léa, toi aussi, tu as des formats de 1h30 de cours? Moi, j'ai 4 fois 45 minutes sur l'après-midi. Donc ça va, c'est assez léger en vrai. Ok. Parce que pour faire un peu le parallèle, la question que je vais poser juste après, je sais qu'en moyenne, un adulte met entre 40 minutes et 1 heure à se déconcentrer sur un sujet quand il est focalisé sur quelque chose. Donc je me demande si les 1h30 de cours, c'est pas un peu trop. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? À la fac, je t'aurais dit oui. À la fac en France, je t'aurais dit oui. Et à la fac au Japon, je te dirais que non, du coup. Parce que les cours c'est une approche assez différente. En général, là surtout, en fait, le matin, j'ai un cours de grammaire obligatoire. Et après, j'ai un cours, par exemple, ça change tous les jours, du coup, un cours de rédaction, un cours d'écoute, un cours de compréhension orale ou d'expression orale, etc. Donc en fait, ça change toujours. Et les profs ont une approche différente, vu qu'ils sont natifs. C'est que en japonais, donc en fait, tu peux pas vraiment trop décrocher. Tu peux pas vraiment trop décrocher. Les gens qui sont autour de toi, ils parlent quasiment que le japonais. Donc si tu veux parler avec des gens, tu parles japonais. Si tu veux parler à la prof, faut parler en japonais. Si la prof elle parle qu'en japonais. Donc en fait, moi je trouve que t'as pas trop le temps de décrocher. C'est assez intéressant. Il y a quand même des moments où pendant 5-10 minutes, tu fais tes exercices et la prof elle corrige après. Donc si pendant ces 5-10 minutes, tu as décroché, tu arrives à te reconcentrer assez vite. C'est assez. On fait pas mal de trucs en 1h30, mais c'est pas surchargé, quoi. C'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment
En tout cas, à ma fac, je trouve que ce qu'ils ont fait pour les cours pour les étrangers, c'est vraiment pas mal. J'arrive plutôt bien à apprendre avec le système qu'ils ont installé. Ok, on peut dire que c'est bien équilibré. Et quel est votre niveau de japonais en partant et après 7 mois de vie là-bas, en fin de compte? Bah, moi, je vais pas mentir que quand je suis arrivée au Japon, en fait, je sors vraiment d'une licence de japonais. Donc, quand j'ai arrêté la fac, j'étais en L2 de japonais. Et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je suis rentrée à la fac. Et j'étais un petit peu bloquée aussi par le Covid. Et j'avais plus la motivation de travailler, j'avais pas la motivation de réviser des cours qui m'intéressaient pas vraiment. Bref, en fait, je suis ressortie de la fac avec pas grand-chose comme connaissance sur le japonais. Donc, je suis arrivée au Japon et j'ai pas repris de zéro. Mais j'ai pas commencé avec un grand niveau quand je suis rentrée dans mon école au Japon. Après, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les 3 ans que j'ai passés à la fac, là, ils m'ont pas apporté grand-chose en niveau connaissance sur le japonais. Et que peut-être en 1 ou 2 mois ici, j'ai appris plus que ce que j'ai appris en 3 ans à la fac. Ouais. Du coup, là maintenant, ça va bientôt faire 7 mois que je suis ici. Et là, je suis en train de taffer pour avoir le N3. Donc, les niveaux de japonais, tu les comptes entre N5, qui est le niveau le plus bas, et N1, qui est le niveau le plus haut pour les étrangers. Donc, moi, je suis en train de taffer le N3, donc à peu près au milieu, quoi, pour l'avoir en juillet. Après, j'y crois pas trop, mais si en décembre prochain, je pouvais avoir le N2, ce serait pas mal. Ouais. Pour rebondir un peu là-dessus, le N1, c'est discussion courante ou c'est vraiment base de genre bonjour, au revoir, merci? Non, en fait, le N5, c'est vraiment le niveau le plus bas de N5, japonais. pardon. Ouais. Ouais, excuse-moi. C'est moi Le qui me trompe. N5, c'est vraiment le niveau le plus bas. C'est, tu sais, l'alphabet, tu sais dire bonjour, au revoir, ton prénom, te présenter. En fait, c'est vraiment les trucs les plus simples. Et N1, c'est vraiment quasiment bilingue, en fait. Ok. Ah ouais, non, Et c'est chaud. est-ce que N1, tu en arriveras vrai, à c'est très situer compliqué. le N4 et le N3 du coup? Le N4 et le N3. Je pense que le N4, c'est quand tu commences à pouvoir avoir des conversations, mais tu manques encore de vocabulaire, tu manques encore de grammaire. Et N3, c'est quand tu peux vraiment avoir des conversations de la vie de tous les jours, sans grand problème en fait. Tu peux pas forcément rentrer dans des grands débats, t'as pas forcément le vocabulaire pour parler de business ou ce genre de choses, mais tu peux avoir des conversations de la vie de tous les jours sans problème, je pense. Ok. Et est-ce que ça peut te permettre de travailler avec des Japonais? Là, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Je pense que pour travailler dans une entreprise, en fait, pour un petit travail, travailler dans un supermarché, un combini qui est une petite supérette japonaise, ouais, N3, il y a pas de problème. Ok. Mais pour travailler dans des entreprises ou avoir un vrai job autre qu'un petit boulot, je pense qu'il faut minimum N2. Et toi Thomas du coup? Bah, moi, du coup, un petit peu pareil. Je suis parti. J'avais pas passé le GLPT, je l'ai pas encore passé. Et là, pareil que Léa, on s'est inscrits tous les deux pour celui de juillet. Donc le GLPT, tu peux le passer en juillet et en décembre. Il y a 2 examens. Donc je me suis inscrit aussi pour le N3. Et du coup, je suis parti avec des connaissances sur la culture, la langue, etc. Mais bah, du coup, comme Léa l'a dit, en gros, on a fait une licence Covid, quoi. Donc Covid, c'est cours de langue, donc sur Zoom, avec en fait à la fac de Lille, il y a souvent du coup des élèves en échange, donc des Japonais qui étaient. Juste avant le Covid, c'était notre première année. À ce moment-là, on pouvait parler avec des Japonais, on pouvait avoir des contacts, etc. avec des Japonais, parler, tout ça. À Covid, tout chez nous, plus moyen de discuter avec des Japonais, à moins de les connaître de base, quoi. Donc en fait, ça a fait que le japonais, on l'étudiait. C'était vraiment notre sujet d'étude, donc c'était un peu. Même des fois, comment dire, avec le Covid, des fois, tu sais, t'as des périodes où t'avais pas trop envie de bouger, etc., de rien faire. T'étais quand même obligé. Là, c'était avec le japonais, donc du coup, on a pu parfois assimiler le japonais à ce côté un petit peu négatif, avec la perte de motivation, etc. Aussi, le fait que on avance dans les années, mais qu'on
personnellement, on sait qu'on n'est pas trop capable de discuter parce qu'on n'arrive pas, on parle pas avec des gens en fait, tu vois. Donc c'était un peu compliqué de situer son niveau avant de partir. Et là, du coup, depuis que je suis arrivé, je pense que ouais, mon niveau il a augmenté vraiment d'un seul coup. Surtout dans les premiers mois, là j'arrive un petit peu ça arrive un petit peu à tasser, tu sais, ça arrive à se tasser, j'arrive à progresser encore un petit peu. Là, surtout l'oral que je travaille. Mais voilà, je pense que je suis à peu près au niveau du N3 là, qu'on va passer en gros. Si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est pour les personnes qui veulent apprendre le japonais parce que c'est une passion et qui veulent aller au Japon, je conseille tout sauf de faire une licence de japonais. Tout sauf de faire une LLCE de japonais parce que en fait, ça casse tout. Et c'est pas ce qu'on imagine. Parce que c'est pas que de l'apprentissage du japonais. Après, moi, c'est mon avis personnel. Mais j'ai vraiment pas apprécié mon moment à la fac. J'ai pas apprécié les cours. J'ai pas apprécié la façon dont ils le faisaient. Et ça m'a pas permis de progresser. Après, s'il y a un truc pour lequel je le conseille, c'est pour les gens qui sont prêts à s'accrocher, à s'en donner vraiment les moyens pendant 2 ans, le temps de faire leur dossier pour pouvoir faire un échange universitaire au Japon, parce qu'après, ça offre quand même pas mal d'avantages, dont des bourses d'études pour aller au Japon et pouvoir faire pas une année de vacances, mais une année sans vraiment trop se prendre la tête pour l'argent au Japon, quoi. Moi, mon avis est un petit peu plus nuancé. Il y a 6 mois, je pense que j'aurais dit à peu près pareil que Léa. Mais je pense que surtout cette licence-là en particulier, elle existe surtout, c'est un tremplin pour aller au Japon, quoi, faire les études après au Japon, Ouais. ou ce genre de choses. Je pense que son intérêt est vraiment juste là. C'est pas avec cette licence que j'ai appris à parler japonais, c'est en venant au Japon et en parlant avec des gens. C'est vraiment pas en étudiant le japonais en France de cette façon-là, où tu dois apprendre par cœur ça, faire ça et ça à ce temps-là. Et ouais, non, mon avis est un petit peu plus nuancé que celui de Léa. Moi, je dirais, si c'est le truc qu'on veut faire, la passion, si vraiment on est sûr de vouloir aller au Japon et qu'on n'est pas riche, on n'a pas forcément les moyens de par nous-mêmes y aller, faut y aller, quoi. Faut faire la LLCER japonais, mais en dehors de ça, il y a d'autres moyens d'arriver au Japon. On peut faire toutes les autres études et demander à faire un échange justement au Japon. Il y a plus de place forcément dans la LCER japonais, mais d'autres licences ou d'autres diplômes proposent justement de faire des échanges au Japon notamment. Ouais, après, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment d'argent, c'est la licence de japonais, faire pendant 2 ans, s'accrocher, faire son dossier pour après avoir une bourse pour pouvoir partir tranquille au Japon. C'est la meilleure chose à faire. Par contre, pour quelqu'un qui a un peu d'argent, qui peut se faire aider par ses parents ou qui a déjà son propre argent à lui, vraiment, moi, je le conseillerais plutôt de partir dans une école de langue comme je l'ai fait. Parce que ça coûte, en fait, ça vaut son prix, mais au moins, directement, on peut plonger dedans, quoi. D'accord, ok. Après, c'est intéressant de nuancer le propos dans le sens où vous avez fait une licence, on peut le dire, à Lille, tu vois. Il y a peut-être d'autres écoles qui fonctionnent peut-être différemment. Je ne sais pas, mais c'est important de dire que ça peut se passer différemment entre pas en France. Ouais. Mais globalement, de ce que vous avez vu et potentiellement entendu, il y a 2 manières de fonctionner qui s'orientent plus vers le fait de partir au Japon avec une finance, on va dire, un peu plus faible et une finance un peu plus conséquente. C'est important de le dire, je pense que vous l'avez très bien résumé. Merci beaucoup pour cette honnêteté là-dessus. Et est-ce que les Japonais sont compréhensifs quand vous galérez un peu à parler japonais, tout simplement? Ça dépend un petit peu. Je pense que Thomas, il a plus l'habitude de parler avec ses amis ou des gens quand il va dans des magasins ou quoi. Moi, je dirais que quand on va dans un magasin, quand on est face à un employé et qu'on a un petit peu de mal, ils vont être, dans la majorité des cas, très compréhensifs et ils vont chercher à nous aider. Ils vont chercher à nous comprendre. Pareil, quand on va... bon, genre, ils ont un petit peu peur quand on est dans la rue et qu'on les aborde pour leur demander de l'aide ou des indications, indiquer un chemin, parce que les Japonais, ils savent pas très bien parler anglais en général. Et ils pensent que... Ah, pas trop, ouais. Non, pas trop. Et ils pensent que si un étranger vient leur parler, Mm. ils doivent parler anglais et l'étranger va leur parler anglais. Mm. Donc ils ont un petit peu peur de ça. Enfin bref. Mais en général, ouais, quand on galère un peu, ils cherchent à nous aider. Après, ça du coup, c'est quand on rencontre des étrangers. Enfin,
des personnes, des Japonais qu'on connaît pas. Par contre, moi, du coup, j'ai eu cette expérience où j'ai travaillé dans un petit combini au Japon, donc dans une petite supérette japonaise. Et comme je disais juste avant, au Japon, il y a une hiérarchie qui est quand même vraiment bien présente dans la société. Donc, en général, quand tu es employé dans un combini, tu es pas au plus bas de la hiérarchie, mais tu es quand même placé assez bas. Tu dois t'occuper des clients, tu dois les respecter. Plus qu'en France, vraiment, je dirais pas peu importe ce qui se passe, mais on n'est pas loin, quoi. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'étais une étrangère, une femme. Mon niveau de japonais n'était pas forcément très très bon. Et en plus, j'étais une employée de combini, donc mon niveau social n'était pas très élevé. Après, je suis dans une ville où il y a quand même pas mal de, comment on dit, d'employés de bureau, donc du stress, des employés qui doivent respecter leur patron et toute la Ouais. journée qui doivent coller aux bottes de leur patron. Bref. Et du coup, ça m'arrivait assez régulièrement au combini, quand j'y travaillais, d'avoir des gens qui étaient assez désagréables avec moi. Donc, qui me parlaient mal. Après, ça dépend. C'est pas tous. Comme je dis une fois, c'est pas tous. Mais quand ils se considèrent à un niveau moins élevé que eux sur la hiérarchie sociale, ils ont plus tendance à enlever leur masque et à parler comme ils pensent réellement, quoi. Ok, d'accord. Mais tu as remarqué que, par exemple, on opposait que la France, c'est peut-être un peu plus permissif de parler mal à un employé quand on estime que son statut social est inférieur au tien. Je pense qu'en France, on se le permet bien quand même. C'est vrai? Non, ouais, en France, je pense pas qu'on Ah, soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très polis en France. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que juste au Japon, il y a un masque, en fait. Ils portent un masque et ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Par contre, quand ils sont face à quelqu'un qui a un niveau social moins élevé que eux, ils se permettent un peu plus de dire ce qu'ils pensent. S'ils sont énervés, s'ils ont besoin. J'ai une collègue qui venait du Sri Lanka qui était avec moi et elle m'avait expliqué qu'en général, c'était des gens qui travaillaient dans des bureaux, donc il y avait beaucoup de stress. Et quand ils venaient au combini, pour la moindre occasion, en fait, ils relâchaient leur stress, quoi. Puisqu'ils ne peuvent D'accord. pas le relâcher sur leurs supérieurs qu'ils doivent respecter à tout prix. Ok. Donc, globalement, si je peux résumer ça, c'est en France, on a plus l'habitude de parler plus librement dans n'importe quelle situation, si on peut dire ça. Ouais. Dire que le Japon, c'est peut-être un peu plus centré sur certaines situations, comme tu le dis, avec ce rapport à la hiérarchie, qui au final Ouais. amène des espèces de comportements un peu limites. Je pense pas qu'en France on soit plus poli, c'est juste que D'accord. au Japon c'est selon en fait ton rang social, je pense. Ils Ok. iraient pas dire à quelqu'un, ils iraient pas mal parler à quelqu'un qu'ils connaissent pas, sauf si c'est quelqu'un qu'ils considèrent comme ayant un rang social moins élevé. Après, je peux me tromper, hein. Je suis pas Non. japonaise. Et toi, Thomas, du coup? Moi, j'ai pas eu l'expérience de travailler, de la vie active au Japon. Moi, j'ai juste parlé aux employés, justement, aux employés de combini ou parler avec des amis. Donc, en général, quand tu connais pas la personne et qu'ils voient que tu as une tête d'étranger, souvent dans les combini, ils te regardent avec des gros yeux en mode ok, putain, un étranger, je vais devoir parler anglais. Et quand tu commences à leur parler japonais, ils relâchent un petit peu, ils sont là, genre ok, c'est bon. Donc, quand tu fais l'effort de leur parler en japonais, ils te parlent normalement, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai pas rencontré, j'ai pas vécu ça parce que du coup, je parle quand même japonais. Mais je pense si tu ne parles pas du tout japonais et que tu vas vers les japonais, tu parles anglais. À mon avis, sauf si le man en face de toi il sait parler anglais, ils vont dire DSL frérot, pas avec moi quoi. Non, je pense pas. Les Japonais, ils peuvent pas dire non aussi facilement. Ouais, ou en tout cas, il va essayer de te faire comprendre que Ouais. pas avec lui quoi. Il va te transférer à son pote, à son collègue et puis voilà quoi, tu vois. Il va esquiver, si on peut dire ça. Ouais, voilà. Ok. C'est intéressant. Après, on a à peu près la même chose en France, hein. Beaucoup de gens n'osent pas parler anglais parce qu'ils ont peur de se ridiculiser, dire qu'au final, on peut communiquer avec quelqu'un sans pour autant être excellent dans une langue, etc., quoi. Ouais. Donc, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je vais rebondir. J'avais pas cette question, mais elle est quand même vachement importante. Est-ce qu'ils parlent bien anglais? La majorité, non. Ils parlent pas anglais ou ils parlent anglais avec un très mauvais accent et on comprend pas forcément ce qu'ils disent. Mais il y a aussi, et en plus, en fait, il y en a aussi beaucoup qui ont peur de devoir parler anglais à des étrangers. Mais c'est drôle parce que il y en a certains, en fait, quand ils nous voient, ils voient qu'on est étranger et direct, ils vont venir nous parler parce qu'ils se disent, ah là,
Là, c'est mon Ouais. moment. Là, c'est mon moment, je peux parler anglais, je peux briller. C'est ça. Ou il y a des cas où, par exemple, quelqu'un qui parle pas très bien anglais, qui est un japonais qui va te parler, et il va te parler en japonais, et de temps en temps, il va te dire des mots en anglais. Il va te parler normalement et tout, et d'un seul coup, il va te lâcher home, work, mais du coup, avec un accent japonais, Mm. voilà quoi. Et du coup, c'est assez marrant de voir vraiment quand t'es étranger et qu'il te parle. Il essaye de faire l'effort de te mettre des mots en anglais, même s'il sait pas si tu parles anglais, si c'est machin et tout. Même s'il sait pas trop ce que le mot veut dire, mais il essaye quoi. Et du coup, c'est assez drôle, souvent dans les situations. C'est assez drôle. Tu te retrouves dans des situations assez cocasses des fois. Ah, c'est louable. Hein. Ouais. Parfait. Je vais vous poser la question sur. Pardon? Ouais, non, je voulais juste rajouter que du coup, pour nous, en tant qu'Européens, en tant qu'anglophones ou francophones, la langue japonaise elle est très compliquée à apprendre, les kanji, la grammaire, etc. Mais du coup, à l'inverse, eux aussi, pour eux, la façon de penser, simplement même la façon, la grammaire anglaise ou française, elle est complètement inversée du japonais. Donc, ils doivent encore plus réfléchir à comment construire la phrase et tout. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent très peu souvent à parler anglais, notamment pour ça, mais aussi parce que l'éducation anglaise, enfin, l'éducation des cours d'anglais, surtout en tout cas, je l'ai vu dans ma fac. J'ai ma salle de cours et juste à côté, il y a une salle d'anglais. Et le cours d'anglais, c'est pendant 1 heure, il y a un CD avec un japonais qui parle anglais et c'est juste un CD d'1 heure. Et le mec, il dit Hello, I'm Tanaka, I'm from Japan. How are you? Et en fait, tout le cours, c'est ça. En gros, il s'amuse à répéter les phrases. Mais c'est un peu tout le contenu du cours. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, sauf pour les personnes qui ont vraiment un bon niveau, c'est ceux qui sont intéressés ou ceux qui ont une éducation sur les langues. Nous, au lycée, en général, en France, on n'est pas très bon en anglais, mais eux sont vraiment, vraiment, vraiment pas bons, quoi. C'est fou ça. Ah, ils ont Ça vraiment donne un quand même, enseignement à chier, quoi. Ouais, ça c'est donne quand vraiment. même lieu à des trucs très cocasses. Hein. Ouais, Moi, des fois, je trouve ça très très drôle. ouais, Après, ils sont mignons quand même. En vrai, des ouais. fois, ils sont vraiment très très mignons, mais il y a des moments où c'est très très drôle parce que combien de fois ça m'est arrivé que, par exemple, au Combini, quand ils voyaient que j'étais étrangère, il y en a certains qui essayaient de me parler en anglais, mais en fait, les sons dans la langue japonaise, elles sont limitées comparées à la langue anglaise ou à la langue française. Il y en a beaucoup moins. Du coup, la prononciation de l'anglais, pour eux, c'est difficile. Et ils ont tendance à prononcer l'anglais comme s'ils prononçaient du japonais. Et ça m'est arrivé très souvent au Combini que des Japonais essaient de me parler et que je pense qu'ils me parlaient japonais alors qu'ils étaient en train d'essayer de me parler anglais. Oh mon Dieu, quand même. Mais bon, au moins ils essayent, c'est le plus important. C'est ce que je dis souvent dans les langues, le plus important, c'est d'oser parler, quoi. Et d'oser se tromper surtout. C'est un des plus gros freins dans les gens et tout. C'est pour ça que pratiquer directement avec des gens de la langue, c'est le meilleur plan pour progresser, quoi. Vraiment. Mm. Et est-ce que vous avez des vacances, en l'occurrence des grandes vacances aussi au Japon? Donc encore une fois, le cas est différent. Je suis à la fac, donc à l'université japonaise. J'ai à peu près les mêmes vacances que les Japonais, donc. Ici, le système scolaire, c'est la rentrée, nous, c'est en septembre, de septembre à juin en général. Ici, c'est de avril à février à peu près. Donc l'année scolaire commence en avril jusqu'à février. Et donc, en général, les vacances d'été, c'est 2 mois. Mais c'est pas vraiment des vacances d'été, ils font aussi des cours, du soutien, etc. Donc, les vacances d'hiver, nous, où c'est 1 semaine ou 2 semaines, en général, eux, c'est 2 mois ou 1 mois et 2 mois pour les vacances d'été, en gros. Après, moi, du coup, c'est un petit peu différent. C'est une école de langue, donc ils reçoivent des élèves un peu tout le temps dans l'année. Il y a une rentrée en septembre, une rentrée en mars, une rentrée en juin. À plusieurs moments dans l'année, il y a des rentrées, donc des élèves qui commencent en différer leurs cours. Donc en général, on a 2 semaines de vacances, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. On n'a pas de grandes vacances de 2 mois en fait. Après, là en ce moment, c'est la Golden Week au Japon. Donc c'est une succession de jours fériés qui fait que grâce à ça, en tout cas moi, Thomas, je pense pas,
Mais on a fait des ponts dans mon école, du coup là je vais avoir une semaine où j'irai pas en cours, quoi. Je sais plus quoi d'autre, mais en fait c'est des jours fériés à succession. Il doit y avoir 4 ou 5 jours fériés à succession comme ça en fait. Ok, c'est stylé. Et comment ça se passe avec les Japonais? Est-ce que vous avez des bons rapports avec eux ou c'est un peu plus difficile? Ouais, justement, c'est marrant que cette question arrive aujourd'hui parce que du coup, hier j'ai eu une discussion avec du coup mes amis français avec qui je suis arrivé et mes amis japonais. Il y a une très grande différence entre les relations sociales françaises et les relations sociales japonaises. Il y a ce qu'on appelle au Japon le tatemae, donc c'est un masque social en gros. On va pas forcément dire nos envies ou nos émotions ou ce qu'on pense personnellement, soit pour ne pas heurter la personne, ou soit simplement pour pas forcément s'ouvrir, quoi, en gros. Et ça a lieu partout, que ce soit dans les entreprises, dans la famille aussi, ça peut arriver, et aussi entre amis. Moi, les amis que j'ai, donc là, on est à 3 Français, enfin une Belge et 2 Français, et on est avec... donc, quand je suis arrivé à la fac, j'ai été assigné à un tuteur, donc à un Japonais qui est à la fac, et qui voulait du coup être en contact avec des étrangers. Donc si j'ai un problème, je pouvais le contacter, etc. Et donc je suis devenu ami avec lui et son groupe de potes. Et du coup, j'ai pu comprendre un petit peu la mentalité japonaise sur l'amitié, sur les relations sociales, etc. Et c'est justement, c'est arrivé vraiment juste hier, la discussion là-dessus, sur les différences, etc. Sur une grosse conversation là-dessus, où en fait, nous, on va arriver à différencier les amis, on va arriver à faire des espèces de strates, on va dire, genre les meilleurs amis, où il y en a un ou deux en général, et on passe tout notre temps avec en général. Les amis auxquels on va se confier, auxquels on va dire nos choses, on va être plus sincère, etc. Les potes, où quand on aura besoin de sortir, ou quand on les verra, etc., on sera content, etc. Mais je veux dire, on va pas forcément aller étaler notre vie à ces personnes-là. Et il y a les connaissances, où c'est vraiment juste quand on les voit, ou quand on passe du temps avec eux, voilà, c'est tout. Au Japon, étant donné qu'il y a ce tatemae-là, les relations sociales, en fait, elles sont un peu floues, c'est un peu gris, là, il n'y a pas vraiment de strates nettes, où on se dit, ah, lui c'est mon pote, c'est sûr, et tout, ou lui c'est mon meilleur pote. C'est assez flou, on ne sait jamais vraiment ce que les gens pensent, etc. Donc les Japonais naviguent, ils essayent de naviguer un petit peu comme ils peuvent, et c'est assez complexe du coup, donc faut s'habituer, quoi, en gros. En fait, faut comprendre, faut essayer de comprendre, et ensuite faire un travail justement de compréhension là-dessus, accepter, et voir après si ça nous va, si ça nous va pas. Après, moi, c'est différent un peu parce que j'ai pas, comme toi, vraiment des amis japonais. Je côtoie mes profs qui sont japonais, je côtoie 2, 3 japonais dans ma share house. Mais à part ça, j'ai pas vraiment d'amis japonais avec qui je fais des sorties ou ce genre de choses. Après, je suis dans un environnement qui est quand même beaucoup plus international. Donc, je côtoie des gens qui viennent un peu de partout en Asie. Mais après, oui, les Japonais, en soi, je les aime bien. Je pense qu'ils m'aiment bien. Je suis pas gênante. En plus, on a de la chance en France, entre guillemets. Je vais mettre des grosses guillemets quand même. Mais on a de la chance en France parce qu'on vient d'un pays que les Japonais, ils aiment bien. Tout ce qui vient de France, pour eux, c'est chic, c'est beau. C'est juste que les Japonais, ils ont un culte de la peau blanche. Ouais. Genre, partout dans les produits de cosmétiques. Faut faire... Moi, en fait, quand j'achète des produits de cosmétiques, je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'agents pour blanchir la peau, en fait. Et c'est pareil, ils font une fixation aussi sur la double paupière. Ils font même des chirurgies esthétiques pour avoir les paupières comme les Européens. Bon, ça, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est très peu répandu, mais c'est vrai. Voilà. Donc, en gros, pour eux, on est beau. On a des longs nez, on a la peau blanche. Ils nous aiment bien, donc en général, on est bien accueillis.
Après, dans un autre sens, c'est pas ouf non plus parce que des fois, ils nous prennent un peu comme des trophées. C'est Ouais, j'ai une amie française, elle a la peau ouais, blanche, c'est est-ce ça. que je peux prendre une photo avec toi? Voilà quoi. Hmm. Sinon, à part ça, ils sont gentils et c'est vrai que moi, ce que j'ai un peu de mal, c'est c'est de toujours tout devoir, comment dire? C'est de jamais pouvoir dire les choses directement. Ils Ouais, passent, genre, ils prennent des détours pour dire des choses qu'ils pourraient dire ouais. en une fois. Je sais que c'est dans la culture, mais moi, en tant que Française, c'est difficile pour moi. Parce que je leur demande quelque chose, ils vont pas me dire non. Ils vont me dire Hmm. ah ouais, c'est un peu ah, je sais pas trop. En fait, ils vont tourner en rond, ils vont jamais dire Hmm. non. Ils vont juste essayer de te faire comprendre que non, ils savent pas, qu'ils peuvent pas. Et si toi, tu le comprends pas, ils vont continuer jusqu'à ce que tu comprennes, en fait. Ou alors, ils vont paniquer, ils vont te donner une fausse information, une fausse indication. Si je peux donner un exemple, un truc vraiment qui, je trouve, représente euh, la mentalité japonaise là-dessus. Par exemple, tu as un couple, tu as un enfant, tu es dans un appartement et tout, il y a des autres personnes qui habitent à côté de toi. Et ton enfant, souvent, la nuit, il pleure. Tu n'auras jamais un voisin qui va venir frapper chez toi pour dire frérot, ton gosse, il saoule. Ça va être la voisine d'à côté, quand tu vas la voir à l'école avec son autre fille, elle va dire ah, votre enfant, elle est très énergique, hein. Tu vois, en fait, c'est ce genre de choses. C'est jamais. Franchement, vous me saoulez un petit peu là, où ce serait bien de baisser le son. C'est vraiment des commentaires ou vraiment des façons très très détournées vraiment en sous-marin, quoi. Des commentaires Oh, comme ça me ça saoule. qu'il faut comprendre, en fait, qu'il faut se dire ok, alors pourquoi elle me dit que mon enfant est énergique parce qu'il pleure souvent. Ok, donc faut que je comprenne. En fait, il faut vraiment comprendre. C'est vraiment comparé à la mentalité française où en général on est franc. Quand quelque chose va pas ou quand quelque chose va, on le dit Ouais, direct. on le dit avec des pincettes, quoi, mais on le dit. Eux, Ouais, c'est juste qu'ils le disent pas. Et en fait, il faut comprendre. Il faut c'est ça. comprendre le sens caché. C'est ça, ouais. L'énergie mentale que ça doit demander dans la vie de tous les jours, ça doit être horrible. Quand je Surtout les métiers travaillais, relationnels. Ouais, je pense. Quand je travaillais, une dame d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui travaillait avec moi, elle m'avait dit quelque chose. En gros, à la fin de mon shift, je sortais devant le combini pour fumer une cigarette parce que d'ailleurs au Japon, il y a certains endroits qui sont dédiés, on ne peut pas fumer partout. On peut Mhm. fumer que dans les endroits qui sont dédiés. Et je fumais ma cigarette et en fait, elle prenait le shift d'après moi. Et elle est sortie et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais tu fumes? Mais je suis vraiment très surprise. Tu fumes? Et elle me l'a dit avec un sourire. Elle me l'a dit avec un grand sourire, mais elle m'a vraiment dit, ah, mais je suis vraiment surprise, tu fumes. Et, et mon cerveau, et sur le coup, je lui dis, ah, bah oui, en France, les femmes, ça fume souvent. Et elle est Ouais. partie. Et du coup, le temps que je comprenne qu'en fait, elle était juste en train de me dire, ah, mais tu fumes. C'est dans le jugement, quoi. Hmm. Mmh. Après, il y C'est a ouf aussi ça. Ah les oui, non, différences. c'était pas une engueulade qu'elle te faisait en fait. Non, c'était un reproche, mais caché. Oui, ok, Elle d'accord. elle me l'a dit avec un grand sourire. Elle m'a dit, oh, mais tu fumes, j'ai. Oh, mais ça m'a surpris, quoi. Mais Ok. en fait, voilà. Après, il y a aussi une différence entre les Japonais de jour et de nuit. De jour, un Ouais. Japonais, il ira pas t'aborder. Si tu l'abordes, il va avoir un peu peur. Par contre, dans les quartiers où tu peux aller boire, où il y a des gens qui sortent la nuit, en fait, moi, ça m'arrive très souvent de me faire pas accoster, mais que des Japonais me parlent en mode «Ouah, tu viens de l'étranger, je te trouve très belle», ou alors «C'est trop stylé, t'apprends le japonais, mais en fait, tu parles japonais, c'est ouf». Hmm. Alors que dans la vie de tous les jours, ils le feraient pas. Il y a vraiment plusieurs faces au Japon. D'accord. Comme je disais dans des vidéos, c'est vraiment un choc culturel, quoi. Clairement, on peut pas dire mieux, quoi. Et est-ce que vous fréquentez d'autres expatriés? Bah, du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un environnement qui est assez international. Donc, dans mon école, en fait, il n'y a pas d'élèves japonais comme c'est une école pour apprendre le japonais. Et après, c'est surtout au niveau de l'Asie. Donc, je côtoie vraiment en particulier des gens qui viennent d'Asie. J'ai des amis qui viennent du Sri Lanka, de Corée du Sud,
de Hong Kong, de Taipei, de Chine. Par contre, un truc que j'ai pu remarquer, c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents pays qui sont en conflit. Ces pays sont en conflit et pourtant ces personnes n'ont aucun mal à se parler. Dans mon école, je vois des personnes qui viennent de Russie et d'Ukraine qui ont aucun mal à se parler, des personnes qui viennent de Hong Kong, de Taipei et de Chine qui sont très amis avec qui je fais des soirées régulièrement, quoi. Et du coup, ça permet aussi de voir en fait, l'autre côté du miroir. Pas que ce que nous on voit depuis la France, pas qu'au niveau des pays et des dirigeants, mais aussi un peu plus les personnes en fait. Et franchement, c'est une expérience que je regrette pas du tout. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que souvent on a tendance on voit beaucoup les gouvernements, les États, les pays, mais pas forcément le peuple derrière. Et quand tu rencontres des gens en voyageant, tu te rends compte que on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes préoccupations, même si c'est différent d'un point de vue culturel, d'un point de vue géopolitique, etc. Mais on peut très bien s'entendre en fin de compte. Ça doit être encore plus ouf quand même, parce que comme tu dis, que ce soit Hong Kong, Taipei, des gens de Chine. Du coup, c'est assez surprenant. Genre, il y a encore vendredi dernier, il y a 2 jours, je faisais une soirée chez moi et j'avais 2 amis qui venaient de Hong Kong, un de Taipei et un de Chine. Et ils ont passé toute la soirée à parler à 4, quoi. J'ai choisi Gifu à la base parce que c'était paumé au milieu des montagnes. Vraiment, c'était un peu la campagne comparé aux autres villes qu'on me proposait, perdu au milieu de la montagne et tout. Donc je pensais que j'allais vraiment me retrouver isolé un petit peu. Donc au final, je me suis retrouvé pas négativement, je me suis retrouvé avec des Français, avec mes potes du coup, et avec plein d'étrangers. Et c'était surprenant de voir qu'il y avait vraiment beaucoup d'Asiatiques. Je savais déjà qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques au Japon, mais de voir que vraiment les gens qui étaient intéressés pour travailler au Japon, etc., c'était surtout des Chinois ou des Indiens ou des pays où on s'attend même pas. Et ils sont vraiment en grand nombre. Vraiment au Japon, je ne m'attendais pas trop. Je vais rebondir un peu là-dessus, c'est intéressant, mais après, est-ce que c'est pas simplement un rapport avec la démographie de ces pays, tu vois? Parce que l'Inde et la Chine, c'est les pays les plus peuplés. On est à 1,3 milliard pour l'Inde et 1,4 milliard pour la Chine. Ouais. Donc peut-être que par rapport aux proportions au niveau de leur population, c'est presque logique de se dire qu'ils sont autant dans ces écoles-là et tout, mais c'est intéressant. Ça doit être un peu perturbant de se dire je vais avoir des Japonais, je me retrouve avec que des Chinois. Mais ouais. Après, du coup, en général, les Chinois, la langue japonaise et la langue chinoise se ressemblent beaucoup, en tout cas à l'écrit. Donc, à l'écrit, ils comprennent beaucoup, parce que les sens sont assez similaires, même si la façon de parler est très différente. Donc, les Chinois, en général, parlent plutôt bien japonais, et c'est assez différent des fois c'est assez compliqué des fois de différencier, attention à ce que je dis, de différencier un japonais d'un chinois. À la première fois qu'on le rencontre, dans sa façon de parler, etc. Parce qu'il y a vraiment des Chinois qui parlent vraiment très très bien japonais, etc. Donc j'avais un ami chinois, je pensais qu'il était japonais, quoi, à la base. C'est ouf. Comme tu le dis, c'est vraiment au niveau de la langue, attention, pas d'amalgame là-dessus, il n'y a aucun souci. Je pense que les gens l'auront très bien compris. Puisque le gars te parle et quand il dit qu'il est chinois, il dit « Ah bon, mais tu parles très bien japonais. » Donc des gens pas d'accent ou très peu, etc. Petit parallèle là-dessus, du coup, tu as été amené à fréquenter des Chinois. Est-ce qu'ils sont sympas globalement ou... Ouais, en vrai, ils sont vraiment très sympas. Et justement, j'étais en train de me faire la réflexion en France, on a souvent l'image des pays asiatiques, surtout de la Chine, assez négative quand même, où les Chinois, ils prennent la tour Eiffel en photo, ils jettent les papiers par terre, ils sont bruyants, etc. Et en fait, ils sont vraiment très sympas. Souvent, ils vont t'offrir, par exemple, tu vas manger au restaurant avec eux, ils vont t'offrir le restaurant, ils vont te faire des cadeaux de temps en temps, tu vois, ils vont penser à toi. Ils savent que tu aimes quelque chose en particulier, ils vont te ramener quelque chose, tu vois, un snack ou un livre ou un truc comme ça. Ils sont vraiment chaleureux, quoi, on va dire. Et du coup, je trouve que c'est bien ce truc-là de rencontrer des gens venus de partout pour déconstruire l'image qu'on avait de ces gens-là et pour élargir notre vision du monde, du coup. Totalement.
C'est pour ça qu'il faut voyager et c'est intéressant parce que souvent c'est des clichés qui datent d'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans et qui sont encore restés dans notre inconscient, dire qu'en vrai, pas du tout. Je disais, après, toi, tu as beaucoup voyagé, donc je pense que tu le vois aussi. En vrai, j'invite tous ceux qui peuvent à voyager un max ou alors à parler un max avec des gens qui viennent d'autres pays, parce que je pense qu'on a trop tendance à voir les gens au travers de leur pays, justement. On voit plus le pays, les dirigeants, que les gens qui l'habitent. Et en fait, moi, quand je suis arrivée au Japon, je vais pas mentir, c'est la première fois que je voyageais vraiment. J'avais déjà été en Angleterre, en Belgique, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et j'avais une vision du monde vraiment à travers les médias qu'on nous propose en France, à travers ce que les médias en disaient. Et je me suis rendu compte que c'était totalement différent. Que le Sri Lanka, oui, c'était un pays pauvre, que c'était pas facile, mais que les gens du Sri Lanka, ils adoraient leur pays. Qu'ils étaient très tristes de le quitter pour devoir venir étudier au Japon, que la Chine, on disait que c'était totalement que du contrôle en permanence, et les Chinois, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. En fait, il y a certains clichés qui sont vrais, si je peux dire. Quand on demande à des Chinois si leur pays il est sale, ils répondent que oui. Ouais. Mais il y a certaines choses qui sont vraiment très fausses. Et les médias en France, ils nous donnent une image qui est très tournée vers certaines choses que les gens qui habitent le pays pensent même pas eux-mêmes, en fait. Ouais, c'est vachement intéressant. C'est pour ça que très souvent, quand on veut s'intéresser un peu à l'international et différents pays du monde, il faut regarder différents médias d'un peu partout dans le monde. Ne serait-ce qu'en France, parfois regarder les médias anglais ou même américains, tu pourras une vision totalement différente sur des situations que nous, on a en Europe ou en France. Et c'est encore plus marquant dans des pays asiatiques et tout. Et même en France, en France, on a pas mal on a des bars où on peut faire des rencontres, je vais dire interculturelles. Faut pas que ça fasse pornographique, mais dans l'idée, je crois que c'est interculturel. Interculturel, ouais. On peut rencontrer en France, en tout cas, des gens de différentes cultures. Et très souvent, ces gens sont hyper intéressés de parler de leur culture, en fait, de leur pays, tu vois, parce qu'on leur pose malencontreusement pas souvent ces questions, à part les questions clichés du genre oui, c'est vrai que vous êtes mal poli, votre pays ça a l'air difficile en ce moment, la pauvreté, enfin tous ces trucs-là, dire qu'en vrai il y a plein de choses à retenir autres. Et eux, inversement aussi, un regard sur notre pays qui parfois est totalement biaisé. C'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. C'est vraiment cool. C'est vrai. Le nombre d'étrangers à qui j'ai posé des questions et qui m'ont dit mais ça c'est que de la politique en fait. On est une génération qui ont grandi avec les réseaux sociaux, avec un petit peu la critique justement des médias traditionnels, etc. Et je pensais un petit peu être un peu plus déconstruit sur beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vision du monde était construite par d'autres gens à mon encontre. Et du coup, là, j'essaye de me faire ma propre vision du monde, mais du coup, je dois vraiment briser à la pioche les anciennes visions qu'on m'a construites, quoi. Les clichés, les idées, les rumeurs, etc. Même les vraiment juste des faits sur certains pays, genre le fait qu'en Chine, il y ait beaucoup de caméras qui soient contrôlées, etc. En fait, en parlant avec les gens, ils ont un avis assez différent, ils ont un ressenti différent, etc. aussi, et ils arrivent à nuancer, ou au contraire, ils vont dire que c'est complètement vrai, etc. Et je trouve que c'est assez important justement d'aller chercher l'information à la source avec les gens, d'échanger et vraiment d'essayer, même si ça peut faire peur, de parler des fois de sujets qu'on parle pas forcément de base, quoi, un peu politique ou genre de choses. Totalement. Il faut parfois aller un peu en frontal là-dessus et confronter les opinions. Et surtout, pour l'avoir déjà vécu un peu, ne pas se dire qu'on a le meilleur point de vue. Tu vois. Je sais qu'en Europe, mon coloc Sac, donc mon coloc saoudien, m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit qu'on était très eurocentriste. C'est-à-dire qu'on pensait que notre point de vue était le meilleur par rapport au reste du monde. Alors peut-être que sur certains points, oui, peut-être que non. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir ce côté en sentir meilleur que les autres. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tout le cas. Alors, je vais revenir sur cette anecdote. Je pense que je l'enlèverai de la vidéo parce que je la raconte beaucoup trop de fois celui-là. Mais j'ai ma coloc mexicaine à l'époque, quand on était dans le parc, on parlait de politique et c'était le moment des élections en France. Ça remonte à 3-4 ans, je crois. Et elle m'avait dit une phrase qui m'avait lunaire pour moi avec son copain qui était français.
Elle m'avait dit je comprends pas, vous en France, votre système politique, c'est n'importe quoi. Je veux dire, vous passez votre temps à voter pour des gens qui sont pas compétents. Donc vous avez le choix entre plein de gens pas compétents, mais vous pouvez voter et choisir lequel vous voulez avoir. Dire que nous, au Mexique, qui est pas exactement une dictature, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix. Ils votent que pour une seule personne. Il dit nous, au Mexique, on vote pour la meilleure personne et il n'y en a qu'une. Et c'est la meilleure, tu vois. Et eux, ils étaient convaincus elle était convaincue que c'était la meilleure chose à faire de ne pas avoir le choix, mais de voter que pour une seule personne. Tu votes pas quand il y a une seule personne. Voter, c'est choisir. Tu vois, là, il n'y avait pas de choix. Et dans sa mentalité mexicaine, pourtant, et je tiens à préciser, c'était une scientifique, et pour avoir été en colocation avec beaucoup d'étrangers, les scientifiques ont ceux qui ont un esprit le plus ouvert par rapport à d'autres gens, on va dire. C'est ceux qui se mettent plus dans la critique et qui sont pas forcément bloqués sur la religion, sur l'État, les gouvernements qu'ils ont pu connaître, donc ils sont assez ouverts d'esprit là-dessus et très critiques. Et pour elle était persuadée que c'était le meilleur moyen d'avoir un État qui fonctionne bien, de ne pas avoir le choix, en fait, de suivre que la personne qui est au gouvernement, parce que c'est la meilleure. Tu vois. Et ça, on avait eu des discussions là-dessus, mais t'es dingue, nous on a le choix et tout. Oui, mais vous avez le choix, mais c'est que des mauvais choix, entre guillemets, tu vois. Et mine de rien, ce qu'elle disait avait une part de vérité. De mon point de vue, elle était en dictature. De son point de vue, on était dans la merde à choisir pour des gens qui n'étaient pas forcément aussi compétents. Tu vois. Donc, tout ça pour dire que, je sais plus, je me suis un peu emballé là-dessus. Mais ouais, notre vision des choses n'est pas forcément la bonne. Et c'est très important de la confronter avec d'autres pays qui parfois peuvent t'amener à réfléchir, à remettre en cause ce que toi tu vois dans ton pays. Quoi. Mais surtout qu'en vrai, en fait, ce que Thomas il disait tout à l'heure, il n'a pas tort. Parce que moi aussi, en fait, je savais que forcément mes pensées, elles étaient manipulées, mais au minimum. Je me pensais pas totalement libre de toutes mes pensées. Et pourtant, avant d'aller au Japon, je pensais quand même que mes pensées, c'était les miennes, que j'avais développé mon esprit par moi-même. Et comment dire, que ce que je pensais, c'était vraiment à moi, que j'avais réussi à me détacher des médias comme la télé, les journaux, etc. Et que par moi-même, avec mes propres recherches, j'avais réussi à me faire mes propres idées sans être trop manipulée. Et en fait, aujourd'hui, en vrai, je me rends compte que pas du tout. Je pensais vraiment ça à tort. Je pensais vraiment ça à tort parce que même sans m'en rendre compte, même en faisant des recherches, même en essayant de me faire par moi-même au maximum ma propre idée, et ben, j'ai quand même été manipulée. Enfin, pas manipulée, mais j'ai quand même été influencée. Influencée. Mes pensées et mes croyances ont vraiment été influencées par les médias, quoi, en fait. Parce que j'ai consommé. C'est normal. Après, globalement, nous, en tant que Français, on regarde des informations écrites en français par des Français, donc d'un point de vue d'un Français, tu vois. Et on peut jamais être totalement neutre, en fin de compte, parce qu'on n'a pas forcément les sons de cloche des gens sur place, etc. Mais à partir du moment où je prends que des points de vue de Français, ça sera forcément dirigé avec notre culture, notre point de vue, et potentiellement biaisé, si on peut dire ça. Tu vois. C'est quoi les points positifs que vous avez remarqués au Japon par rapport à la France ? Ce qui est bien au Japon, c'est les combini. Genre des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Et du coup, tu peux trouver à manger, à boire, et même des trucs de la vie de tous les jours, genre de la lessive, des magazines, vraiment un petit peu de tout en fait. Et c'est un peu partout au Japon. Vraiment, si t'es en ville, il y en a à chaque coin de rue. T'as même pas besoin de marcher une minute pour en trouver un. Et après, à part ça, t'as d'autres trucs en tête, toi, Thomas ? Moi, ça va me manquer les combini quand je vais rentrer. Ouais, moi, ce serait surtout, du coup, la pensée japonaise a parfois des mauvais côtés avec le tatemae. Parfois, tu sais pas trop ce que les gens pensent, tu sais pas si t'es vraiment ami avec les personnes ou pas. Mais l'autre côté, du coup, c'est que la vie en général, elle est assez calme, elle est assez plaisante, elle est tranquille. Il y a personne qui crie dans la rue, en tout cas, il y a peut-être plus de stress, parce qu'il y a peut-être plus de pression sociale, etc. Mais en tout cas, la vie en général, elle est carrément plus calme ici. On a l'impression d'être un peu dans une bulle vraiment une bulle confortable au Japon où vraiment tout nous passe au-dessus, quoi. Genre les trucs extérieurs, bon, ça arrive, c'est à l'autre bout, quoi. On est sur une île, on est bien où on est. Du coup, je peux comprendre un petit peu qu'au Japon, en tout cas, ils aient un peu cette pensée de oui, bon, l'étranger, c'est l'étranger, quoi. Nous, c'est le Japon, c'est bien, quoi. C'est vraiment une bulle où t'es calme, t'es tranquille. Si t'es en campagne comme moi, là, je suis, vraiment, c'est pépère. Si t'es dans les plus grandes villes, c'est pratique, il y a des métros, il y a des bus quasiment tout le temps.
la vie en général, elle est vraiment, vraiment, vraiment agréable au Japon. Des trucs tout cons, les combini, il y a des distributeurs de boissons partout, partout, partout. Tu te balades en montagne, bon, peut-être pas en montagne, mais tu te balades n'importe où, dans des petits chemins, etc. T'en auras. Tu te balades en ville, t'en as. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui font que tu t'y habitues. Et en fait, je comprends carrément que du coup, c'est un essentiel ici. Et voilà, quoi. Après, c'est vrai que c'est la ouf. vie, elle est vraiment agréable. Genre, Ouais. t'as l'impression tout est un peu optimisé. Et Mm. même la nourriture et les boissons, ça coûte vraiment pas cher comparé en France. Je pense qu'en France, est-ce que tu sais à combien c'est à peu près un menu Big Mac en France, toi, Laurent? En menu minimum, je crois qu'on a 9 balles, je crois. À 9 balles? Ouais, au Donc ça a Japon, augmenté. on est à 800 yens, je crois, c'est ça, Thomas? Ouais, truc comme On est à ça. 800 yens, donc ça fait 3,50 €. On est à peu près à 5 € le 5 € à menu peu Big près, ouais. Mac ici. À peu près, ouais. 5 €, Ça Voilà. doit- Mais par exemple. c'est la bouffe en général, hein, pas juste les fast-food. On est Non, non, d'accord. non, non, là, je Ouais, là, prends juste le McDo parce Ok, que tout parce le que monde là, connaît, quoi. ici, C'est la bouffe en général. ils font beaucoup ici, c'est donc ils appellent ça tabe hodai et nomi hodai, donc boire et manger à volonté. C'est assez différent de nous, les restaurants à volonté, où en général, tu vas te chercher, t'es dans ton assiette, etc. Au Japon, c'est différent, t'as une tablette, tu choisis ce que tu veux, ou tu demandes à la personne, hop, elle vient. Et tu payes, en général, c'est 1 heure ou 2 heures, et soit t'as mangé et boisson illimitée, soit t'as l'un ou l'autre. Et dans beaucoup, beaucoup de restaurants, et tu peux faire des restaurants, il y a des restaurants spécialisés dans, par exemple, juste la viande, des espèces de petits barbecues avec de la viande, etc. Où c'est en à volonté, et du coup, tu commandes, etc. Machin, tout ça. Tu peux goûter plein de viandes différentes. T'as autant des restaurants de curry qui font ça. En fait, t'as plein de restaurants, de types de restaurants qui font ça aussi. Et pour vraiment pas cher, en général, c'est Ah, les prix, ils maximum, sont indécents. on va dire 15 balles quoi, dans un restaurant basique. Pour manger à volonté pendant 1 ou 2 heures. 15 €? Hmm. Bah, 2000 yens en Des général. fois moins, hein. Ouais, ça dépend d'où tu vas, quoi. Ouais, ça dépend où tu vas, quoi. Après, même, moi, j'ai déjà vu, là où j'habite à Chiba, t'as un restaurant où, pour 3,50 € pendant 1 h 30, tu peux te bourrer la gueule à volonté, hein. Ah ouais, ouais. ah, Ouais, il y a ça aussi. Ouais. c'est assez ouf. Et, c'est rigolo parce que je m'attendais à ce que vous me parliez de la propreté. Pas du tout. Ouais, c'est propre. En fait, c'est propre, mais c'est pas pratique parce que, y a pas de poubelle. Il y a des poubelles nulle part. Il y a des poubelles nulle part. Nulle part. Et c'est vrai que c'est très propre et c'est beau. Et en fait, ah oui, ça, on n'a pas dit, c'est que les saisons, elles sont différentes. Elles sont vraiment très différentes. Il y a vraiment une grande différence entre les paysages selon les saisons. Mhm. Et selon où tu vas au Japon, vraiment, c'est un pays où il y a des paysages différents à voir partout, en fait. Genre, t'as Tokyo, la grande ville, tu fais 2-3 heures de train, tu te retrouves à Nikko, dans une ville où il y a des temples et des sanctuaires qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois. Ouais. Où tu as des onsen, donc des sources chaudes, naturelles, des montagnes, de la neige, des pistes de ski. Donc les paysages, à quelques heures à dire, en fait, à quelques arrêts de train à dire, ils sont totalement différents. Il y a des fleurs et... Ouais, il y a des fleurs toute l'année. Toute l'année, il y a des fleurs différentes qui fleurissent. Ouais. Autant en France, on est connu pour avoir, en mode la France, il y a tous les climats, il y a toutes les saisons aussi, etc. Mais le Japon, c'est encore différent. C'est au nord du Japon, il y a Hokkaido, et Hokkaido, c'est l'endroit où il fait froid, l'endroit le plus au nord. Donc souvent, l'hiver fait très froid, donc il y a beaucoup de neige, etc. Donc souvent, c'est des montagnes avec beaucoup de neige. L'architecture, elle est très américaine. Il y a une inspiration très américaine. Donc il y a souvent des bâtiments qui font penser, par exemple, aux chapelles américaines. Par exemple, dans Far Cry 5, tu vois, un petit peu les bâtiments américains typiques, tout ça. Ça fait très américain. Tu vas à Tokyo, c'est vraiment la grande ville avec les grands buildings, tout ça. Tu vas près de chez moi, tu vas vraiment près de chez moi, c'est la campagne japonaise typique, les pépères en vélo, les rizières un petit peu partout, etc.
tu vas dans le sud du Japon, c'est plus des falaises avec des temples sur les falaises, etc. Et tu vas encore sur une île tout en dessous qui s'appelle Okinawa. Et là, c'est vraiment les îles un peu paradisiaques avec de l'eau bleue, 40 degrés, etc. Et le Japon a tous les climats. Et à chaque saison, tu peux te balader à un endroit du Japon et tu auras carrément des paysages différents et des moods complètement différents. Et je trouve ça aussi vraiment, vraiment bien. Du coup, cette différence et ce choix que tu peux avoir aussi dans les paysages. Top, c'est génial. Il y a de quoi voir en tout cas de ce que vous dites là. Ouais. Et pour rebondir après, quels sont les points négatifs du Japon? Il y a le tatemae déjà. Ouais. Genre, ce truc de pas vraiment dire ce que tu penses. Genre de jamais savoir ce qu'ils pensent vraiment et de devoir chercher sans se cacher derrière ce qu'ils disent. Après, comme on a dit avant aussi, il n'y a pas de poubelle. Genre, il y a des poubelles pratiquement nulle part. Donc, en général, si tu voyages au Japon, bah, faut avoir un petit sac à dos pour garder tous tes déchets sur toi, quoi. Et un dernier truc que j'ai à dire, c'est l'abus de plastique. Mais Ah ouais. l'abus de plastique des Japonais, partout, tout le temps. Quand je travaillais au combini, il y a quelqu'un qui est venu acheter un paquet de 6 tranches de pain coupé et qui m'a demandé un sac. Mais vous savez, genre avec la petite manche, genre pour le tenir, la petite manche facile à tenir, qui m'a demandé un sac plastique pour le mettre dedans. Et en fait, des sacs plastiques du coup dans les magasins qui donnent comme ça à tire-larigot. Et même dans les emballages. Tous les emballages quasiment, c'est du plastique. T'achètes quelque chose, t'achètes, je sais pas, des croquettes pour chat, t'ouvres l'emballage plastique, les croquettes pour chat sont encore emballées dans du plastique à l'intérieur. Ouais. Les fruits, c'est pareil, t'ouvres la boîte en plastique, les fruits à l'intérieur sont encore emballés dans un emballage en plastique. Des fois, Il y a des doubles emballages plastiques partout. c'est encore pire, c'est les gros fruits, donc les melons ou les pommes, ils sont emballés, ils sont pas, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont emballés dans une espèce de protection plastique, une espèce de coquille en plastique, emballée dans un truc en plastique, emballée dans un autre truc en plastique, et quand tu vas à la caisse, ils te donnent un sac en plastique encore. Ah, vache. Et en général, les fruits sont à l'unité, parce que du coup, il y a ce truc-là au Japon, les fruits sont plus chers, parce qu'il y a cette sélection de fruits où les fruits sont toujours parfaits, quoi. Ils sont toujours très beaux, très parfaits, etc. Donc en fait, quand tu Il y a achètes... beaucoup de trucs qui sont importés aussi. Ouais, aussi. Mais du coup, quand tu vas au supermarché, les fruits que tu vois, ils sont parfaits. Ils n'ont pas un coup. Donc tu payes plus cher, mais au moins tu sais que le fruit, il est bien, il est mangeable, etc. Bon, c'est une autre question. Le fruit, il est un petit peu cabossé, tu peux quand même le manger. C'est carrément différent, mais... Bah oui, parce que mais au moins, on dirait que tu dis, au moins, eux, ils ont des fruits et des légumes de qualité, quoi. Ah non, c'est pas du tout dans ce sens-là que je disais. Ça veut dire que, en fait, le Japon, il y a beaucoup de... Comment dire? Pas de déchets, mais de gâchis. Il y a beaucoup de gâchis parce que les fruits et légumes moches, bah, ils en ont rien à foutre, ils ne le vendent pas, ils ne le mangent pas. Ils le font dans les jus, par exemple. Sur le masque social, au Japon, c'est surtout pour ne pas blesser les autres, en fait. Surtout ça. Du coup, tu sais jamais ce que les gens pensent forcément pour pas blesser les autres ou pas se faire blesser soi-même. C'est surtout ça. C'est pas juste méchant en mode je te dirai jamais ce que je pense ou je veux pas te dire ce que je pense ou tu sauras jamais. C'est vraiment plus je vais prendre sur moi, c'est moi qui vais faire l'effort et je vais être gentil avec toi, même si j'ai pas forcément envie d'être gentil, que ce soit en amitié ou au travail. Et c'est surtout ça, ce truc-là. Donc, ça a le bon côté que du coup, la vie en société elle est plus simple, parce que d'apparence, elle a l'air plus paisible. Mais dans les relations sociales réelles, tu sais jamais vraiment ce que les gens pensent, du coup. Ouais. Elle est moins c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, non, c'est fait avec bienveillance, si on peut dire ça sur le papier, ce type de comportement. Ok. Autre question, est-ce que vous avez pu voir du théâtre japonais? On avait parlé dans l'interview précédente. Pas encore. Pas encore, justement. Je voulais voir du no japonais, donc j'en avais parlé dans la vidéo, justement. J'ai pas eu le temps d'aller en voir. Par contre, j'ai vu du taiko, donc c'est les gros tambours japonais. J'ai pu en voir. J'étais à Kyoto aux alentours
du début d'année et j'ai vu ça dans un temple à Tokyo, une représentation gratuite avec des taiko. Donc c'était une de mes expériences préférées, je pense. L'expérience en soi n'était pas forcément exceptionnelle, c'était pas les meilleurs musiciens, mais l'ambiance en général, c'était le soir avec un feu, etc. C'était vraiment pas mal, quoi. Bah, du coup, Thomas, je vais en profiter pour te le dire parce que je te l'ai pas dit. Mais moi, je vais aller voir un spectacle de kabuki Ok, bah, pas de problème. en fin mai avec mon école. J'ai une belle réduction. Ça m'a coûté 14 € au lieu de 70 €. Du coup, je suis désolée Non, pour mais toi. profites-en en vrai. Profites-en. Alors, par contre, du coup, j'ai pas encore été voir de spectacle de kabuki. Bientôt, du coup. Mais avec Thomas, on a été voir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Des fois, je me dis, notre vie, elle n'a pas de sens. On a été voir un opéra en Ah oui. français, Cendrillon. On a été voir Oui. Cendrillon en opéra en français. Ok. Si je Vas-y. peux. En Vas-y. gros, j'ai mon tuteur qui est japonais et dans son groupe d'amis, il y a une fille qui fait du théâtre, qui fait de l'opéra. Sortie de nulle part, hein. Et elle Ok. fait de l'opéra donc en français. Et donc là, elle faisait un petit rôle, d'une servante, etc. Et elle nous avait invités voir la représentation. Et donc c'était de l'opéra pendant 2h30 en franco-japonais, enfin en français mais prononcé par des japonais. Et c'était une expérience, en vrai, moi j'en garde une très bonne impression, c'était vraiment une très bonne expérience. Le cadre était pas mal, en plus c'était dans ma ville à Gifu, et il y avait dedans une personne que je connaissais, et c'était vraiment pas mal, quoi. Putain, c'est ouf. Du coup, t'as aimé l'opéra? C'est particulier l'opéra. Ouais, c'est particulier. Après, je sais pas si c'était vraiment de l'opéra comme on se le représente. Je sais pas si c'était vraiment de l'opéra. Si, ça avait l'air d'un opéra assez classique en vrai. Ouais. Après, moi, je vais pas mentir que c'était intéressant. Les 2 premières heures étaient intéressantes. Par contre, les 2 dernières heures, je pense que j'ai dû m'endormir un peu. Ah, c'était 4 heures? C'était super long. Ah Ça ouais, je m'en je souviens. sais plus si c'était 3h30 ou 4 heures, mais c'était vraiment très Ah ouais. très long. Ouais, Surtout bon. quand tu comprends pas ce qu'ils disent, quoi. Ouais, je te rassure, même ici, on comprend pas ce qu'ils disent, hein. Nous, ils font ça en latin, c'est imbitable. Vraiment, j'en ai fait un vite fait une fois à l'Opéra de Lille. Et pareil, ça a duré 3 heures. Et au bout d'une heure et demie, t'es en mode bon, bah c'est fini. Et pas du tout. T'as l'entracte et tu repars. Et le truc qui est un peu particulier, c'est que si c'est bien, c'est vraiment bien, tu vas kiffer. Si c'est pas bien, genre t'aimes pas, tu souffres pendant tout le reste de l'opéra, quoi. Ouais. C'est vraiment horrible. C'est clair. Et moi, c'était Mais en pas fait, bien. c'était. Ah, pas de Ah. chance. C'était quoi ce que t'as été voir? Un opéra italien à l'Opéra de Lille. C'était une pote avec son CE, elle avait récupéré des places, elle m'a dit ça te tente. J'ai dit putain, trop cool, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en plus, Opéra de Lille, tu vois, genre quand même stylé. Ouais. Et bah, je me doutais que c'était du chant, mais je savais pas que ça durait 3 heures et c'était, je sais pas, c'était chiant. La mise en scène était cool, mais bah, il chantait. C'est Et bah, particulier, quoi. c'est particulier. Le seul truc qui était cool, c'est qu'à l'entracte, on pouvait bouffer des gaufres de merte. Genre, il y avait un endroit où Oh. il te filait des gaufres de merte. En vrai, c'était un peu huppé la soirée, il y avait plein de bourges et tout, avec des petits foulards, des vieux et tout. Ouais. Et nous, j'étais là avec ma casquette, ça me faisait moins de rire. Et il filait une gaufre par personne, parce que ça vaut une couille, une gaufre merde. Tu vois. Ouais. Et vu que j'étais un gros dalleux, en fait, t'avais 2 buffets. Et j'allais d'un buffet à un autre, je dis, ah, j'ai pas eu ma gaufre. J'allais à l'autre, j'avais pas eu ma gaufre. Du coup, j'en avais eu 2. Et à la fin, il en restait. Du coup, j'allais taxer Alain. Je dis, vous pouvez pas me donner ce qui reste? Il m'en filait genre 5. Et de l'autre côté, il m'en filait genre 6. Et j'en avais bouffé plein, j'étais trop content. Du coup, Oh, c'était yes. vraiment cool de la soirée. Mais bref. Mhm. Bon, du coup, théâtre japonais et les événements un peu culturels japonais, ça se fait. Ensuite, la question sur le couple. Comment vous arrivez à gérer le couple à distance? Vous êtes tu avais dit à peu près 300-400 km de distance l'un de l'autre. Comment ça se passe? Ouais, bah justement, fallait que je te le dise, hein, Thomas. Moi aussi. Je pense que tu t'en doutes. Ciao. Quoi, c'est ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Non, C'est bah, quoi, comment on Koubéo gère on a essayé de s'adapter au début. C'était compliqué. Du coup, vu qu'on a eu des parcours différents au Japon, on a eu des expériences différentes. Du coup, on était dans des moods parfois différents. Moi, je suis arrivé, j'étais vraiment à fond dans le Japon, trop bien et tout. Je découvrais, je faisais plein d'expériences. Et Léa, il a eu c'était vraiment très contrasté de son côté. C'était pour l'instant, j'ai pas de potes, c'est dur de se faire des amis, etc. Donc, elle vivait un petit peu moins ces expériences-là.
moi j'étais à fond là-dedans, j'étais là, ouais, vas-y, je sors, je vais à Kyoto, je vais à Osaka, je vais faire ça, j'ai rencontré ce mec-là, il est trop sympa et tout. Mais après, toi, c'est un Pendant... peu différent. T'as eu un peu, en soi, comment dire, je dirais pas que c'était plus facile pour toi, mais t'es parti avec des gens que tu connaissais, quoi. Ouais. T'es arrivé, enfin, c'était pas tes meilleurs amis, mais t'es Hmm. arrivé dans ta fac avec deux Français que tu connaissais, avec qui t'avais déjà fait une sortie avant. Hmm. Vous habitiez dans le même dortoir. Moi, je suis arrivée à Chiba, j'étais toute seule. Je suis arrivée dans mon école, j'ai pas trouvé, il y avait pas de Français, il y avait pas d'Européens, il y avait que des Asiatiques. En plus, mon niveau de japonais, il était pas très bon. Mm. Et dans mon école, en gros, comme j'étais la seule Européenne, la seule Française, tous les Chinois, ils se mettaient ensemble, ils parlaient chinois entre eux. Tous les Coréens, ils se mettaient ensemble, ils parlaient coréen entre eux. Et dès que j'essayais de leur parler un petit peu, bah, ça marchait pas forcément, quoi. Donc, Hmm. je me suis vraiment retrouvée tout seule. Et les seuls moments où j'étais pas toute seule, c'est quand je voyais Thomas. Donc, ça a été un peu compliqué au début. J'ai eu un petit blues. Et après, ça a commencé à aller mieux il y a pas longtemps, je dirais, début janvier, quand j'ai commencé à travailler. Après, je me suis fait des amis. Et après, franchement, c'est devenu trop cool. Là, c'est Ouais. devenu trop génial. J'ai fait Mm. mon blues au début et maintenant, c'est fini. Et en fait, quand moi, c'est devenu génial, pour Thomas, c'est devenu moins bien. Mais parce que, je te laisserai expliquer Thomas, mais parce que lui, du coup, en fait, il a fait tellement de choses, c'était tellement magnifique quand il est arrivé, que quand c'est devenu un peu la routine et le quotidien, bah, c'est redescendu un petit peu et là, le blues, il est arrivé, quoi. Ouais. Ouais, c'était dans ce sens-là. Pendant, ouais, je pense 3 mois, je pense que j'ai jamais autant voyagé de ma vie, autant fait de trucs, autant bougé, autant ne pas été, autant été en dehors de chez moi que pendant, depuis cette année, quoi. En gros, depuis de octobre à décembre, je pense, ouais, j'ai jamais autant sorti de ma vie, quoi. Dès que je pouvais, Kyoto, c'est à 1h30 de train de chez moi, donc c'est c'est pour moi l'une des plus belles villes du monde parce qu'il y a tellement de tellement de monuments stylés, de trucs incroyables, de temples, etc. Même des trucs un peu moins connus. Il y a tellement de choses en fait à voir dans cette ville que je suis tombé un peu amoureux de cette ville. Et elle était à 1h30 de chez moi, donc j'y allais tous les week-ends quasiment. Pendant 2 mois, j'allais quasiment tous les week-ends. Et ça a fait ouais, pendant 3-4 mois où je sortais tout le temps, je faisais plein de trucs. J'étais tout le temps avec mes potes français, des fois j'étais avec mes potes japonais, etc. On faisait plein de trucs. Et après, vers les vacances de janvier, du coup, j'ai fait une petite pause pour un peu plus commencer un petit peu à me remettre dans les révisions, et puis un peu prendre du temps pour moi, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un peu moins d'occasions de sortir, les cours ont recommencé, tu vois, ce genre de choses. Et ouais, je suis rentré un petit peu dans une période où je commençais un peu à être nostalgique, plus ou moins de la France. J'étais en mode, ah, mes parents, ma famille me manque, etc. Je suis un petit peu entré dans ce truc-là. Ça a duré, ouais, peut-être un bon mois et demi, je pense. Je sais plus exactement, Léa, mais ouais, je crois un bon mois et demi. Ouais, à peu près, à peu près. C'est vraiment le temps où moi tout allait bien. Léa, c'était pas trop ça. Et à partir du moment où Léa tout allait bien, moi ça a commencé un petit peu à se dégrader. Je me sentais bien quand même, je veux dire, mais je commençais un peu à avoir le blues, etc. Mhm. Et du coup, pendant la période où Léa elle se sentait pas bien, moi j'étais un peu plus là pour elle, etc. Et du coup après ça a été l'inverse. Et en fait, après, c'est ça qui est dur à gérer, Mm. c'est réussir à s'adapter, à passer de Ouais. relation, on est ensemble, et du coup, comme on est ensemble, nos moods, en fait, ils sont à peu près sur le Ouais. même niveau. On Mhm. vit à peu près la même vie, à peu près avec les mêmes gens. Ah, d'un seul coup, c'est totalement différent. En fait, on vit plus la même vie, on côtoie plus les mêmes personnes, on n'est plus au même endroit. Comme on vit plus ensemble, bah forcément, on n'est plus sur le même niveau de pensée tout le temps. Et du coup, faut réussir à s'adapter, se dire que bah, d'un côté, il y en a un, il vit sa meilleure vie, ça va trop bien. De l'autre, il y en a un autre, ça va un petit peu moins bien. Mais du coup, ouais, il y a ce truc où celui qui va pas bien, il faut qu'il arrive à prendre un peu sur lui et à réussir à se débrouiller un peu plus par lui-même, plutôt que de toujours rechercher du réconfort auprès de l'autre. Et celui Mhm. qui va mieux, qui a envie de sortir, qui a envie de s'éclater au maximum, il faut quand même qu'il réussisse à prendre du temps pour l'autre qui se sent un peu moins bien. En fait, c'est vraiment, faut trouver un nouvel équilibre, en fait. Ouais. Mais ça a dû quand même bien renforcer votre relation, ce genre d'expérience. Bof, hein.
Bof, bof. Ouais, non, ouais, du coup, en De fait, ça toute change. façon, de toute façon, moi, comme toutes les femmes, je suis avec lui juste pour l'argent. C'est ça, femme vénale. Non, mais Ah, ça redistribue un peu les cartes. Ça change un petit peu, ça change un petit peu tout, en fait. Même la relation au couple, directement. Savoir si on est deux personnes ou si on est qu'une seule personne. On forme un ensemble ou si on est deux personnes différentes avec des expériences différentes. Genre de choses, tu vois, c'est des questionnements qui peuvent arriver aussi. Bon, après, la réponse, c'est évidemment, on est deux personnes Oui, oui. différentes. On est chacune une personne et quand on est à deux, on est toujours deux personnes. Donc voilà, Mais c'est ça. des fois, on l'oublie un peu, quoi. C'est ça. Ouais. Quand tu es tout le temps avec quelqu'un, tu as tendance à oublier que en dehors du couple, tu es une personne et l'autre personne est une personne aussi avec ses envies, ce qu'elle a pas envie de faire, ses potes, etc. Et c'est le genre d'expérience qui te refait rendre compte de ça. Mhm. Et voilà. C'est aussi, en fait, je trouve que c'est une bonne expérience avec la bonne personne, entre guillemets, quoi. Ouais. Quand tu es dans une relation où ça fait quand même quelques mois ou quelques années que tu es avec la personne, je pense que ça peut bien se passer, ou justement te faire rendre compte que la personne, c'est pas la personne qui fait pour toi. Ouais. Mais tu vois, dans ce cas-là, on s'est adapté et maintenant ça va très bien. Là, on gère un peu mieux parce qu'on est dans une période tous les deux où on révise beaucoup, on travaille beaucoup et on sort beaucoup. Du coup, on se parle un petit peu moins, mais on sait tous les deux que l'autre va bien et l'autre s'amuse, donc Mhm. ça va pas. Bah, top, bah, bravo, vous avez l'air de bien gérer ça fait plaisir. Ça a été difficile, mais on s'y est mis. Hein. Donc, vous habitez tous les deux à deux endroits totalement différents. Selon vous, lequel est le meilleur lieu, on va dire, où vivre, si on peut dire ça? Ok. En vrai, en vrai, Thomas, là où il est, c'est pas mal, mais je pense que je préfère quand même vivre là où je suis. Parce que, en fait, Thomas, ce qui est bien, c'est que lui, il est vraiment paumé au milieu de nulle part. C'est calme. Il y a Kyoto, Osaka, qui sont proches. Et après, il y a plein de petites villes avec un héritage culturel et historique qui sont hyper intéressantes à visiter. Moi, autour de chez moi, en vrai, il y a quelques lieux intéressants à visiter, mais c'est Tokyo, en fait. C'est la proximité avec la capitale qui est intéressante. S'il n'y a pas vraiment de ville que je pourrais visiter et passer une journée entière là-bas et que ce soit vraiment intéressant, en fait. Mais à côté de ça, je suis à côté de la capitale et j'ai pas trop d'insectes. Parce que chez Thomas, lui, il le remarque pas parce qu'il en a pas peur. Mais moi, quand j'y suis allée fin octobre, début novembre, quand j'ai vu tous les insectes qu'il y avait, j'ai eu peur, quoi. Donc, je préfère quand même vivre chez moi, là. Je suis très, très bien chez moi. Surtout qu'en Ouais. plus, l'été, au Japon, les insectes... Ouais. Oh, mais je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Les frelons les japonais. frelons asiatiques, les frelons japonais, ils sont tellement gros qu'ils appellent ça les suzumebachi. Ils appellent ça des putains de moineaux. Pardon, je parle un peu mal. Ils appellent ça des moineaux tellement ils sont grands. Et je te promets que quand je les ai vus, j'en ai vu et ils sont vraiment, vraiment énormes. Genre, si tu devais comparer en visage, ça fait facilement la taille et la largeur d'un pouce, quoi. Après, toi, Thomas, je sais très bien ce que t'en penses. C'est Gifu dans ton cœur et c'est tout. Ouais. Non, en vrai, moi je suis très très bien où je suis, franchement. Et quand je dis que je suis paumé en milieu de nulle part, en fait, je suis dans la campagne, mais c'est pas la campagne comme en France où il faut faire 6 heures de train pour. C'est pas du tout ça en fait. La campagne au Japon, le Japon c'est un pays beaucoup plus petit que la France, mais avec le double de population. Donc la densité de population, elle est vraiment. Ça n'a rien à voir avec la France. Donc même là où je suis, c'est considéré comme la campagne. Mais à 15 minutes de vélo, j'ai un grand centre commercial comme Euralil, voire même plus grand qu'Euralil. Et des centres commerciaux comme ça, j'en ai à 30 minutes de bus, j'en ai 3, quoi, tu vois. Dans ma ville comme ça, juste à côté, j'ai un petit combini, j'ai plein de petits magasins, j'ai plein de restaurants. Je fais 15 minutes de bus, je suis à la gare, j'ai la rue des bars, etc. Là où je suis, franchement, c'est très très bien pour étudier. Je pense pour vivre, tu vis pas 15 ans là où je suis, quoi, en gros. C'est bien pour étudier ou c'est bien pour travailler en tant que prof. Mais si tu veux faire un travail autre, je pense que c'est mieux plus près de vers là où Léa habite. Mais par contre, en vrai, si j'avais l'opportunité
de rester par exemple 1 an ou 2 ans de plus ici, je pense que ça me dérangerait pas du tout dans ce cadre-là, quoi. C'est vraiment pas mal. De ouf. Bah, c'est bien dit, vous avez l'air de bien vous plaire là où vous êtes et c'est le principal. Ensuite, c'est la question finance. Comment ça se passe niveau finance pour vous étant là-bas? Et comment ça se passe au niveau des finances pour vous là-bas? Est-ce que c'est compliqué? Ça va? Vous êtes encore dans les cordes, si on peut dire? Bah, moi, ça se passe très bien. J'ai économisé, comme je l'avais dit du coup, dans la vidéo précédente, j'ai économisé pendant 2-3 ans, j'avais travaillé, etc. Donc j'avais mis de côté. Donc j'étais parti à peu près avec 10 000 euros, sachant que je n'avais pas l'école à payer parce que je faisais un échange universitaire. Le seul truc que j'avais à payer, c'est la vie ici, quoi, l'appartement, la bouffe, les sorties. Et donc avec 10 000 euros plus, on va en parler après, la bourse, ça me va très très bien. J'arrive très bien à vivre. Du coup, moi, je pense que Thomas, il en avait déjà parlé dans l'ancienne vidéo, mais on a travaillé avant pour aller au Japon, donc on a fait pas mal d'économies à ce moment-là. Moi, j'ai payé l'école. Donc, pour 1 an, je crois que j'en ai été pour à peu près 5 000 et quelques, 5 000, 5 500 euros l'année. Donc, c'est un budget à prévoir, quoi. Ça se paye pas tout seul. Mm. Donc, j'avais travaillé avant de partir au Japon pour économiser le plus possible. Je suis partie avec un petit peu moins de 10 000, peut-être 9 000 et quelques. Et bon, ça fait un petit peu short, mais ça va. En vrai, le Japon, il faut prévoir un bon budget quand même parce que le logement, c'est assez cher, surtout que, en fait, ils ont ce truc où, en général, ils donnent difficilement un logement aux étrangers, par peur qu'ils payent pas le loyer. Et aussi, il y a ce truc de un peu la culture du cadeau. C'est-à-dire que dans beaucoup d'appartements où tu vas rentrer au Japon, tu vas donner 1 mois de loyer en cadeau. Genre en mode, tu payes ton premier mois et 1 mois bonus, genre juste comme ça, pour remercier de t'avoir laissé louer l'appart, quoi. Donc ouais, c'est un bon petit budget à prévoir. En plus du coup de la caution. Et la vie de tous les jours, les dépenses pour le train, c'est pas peu cher. C'est peut-être un peu moins cher de vivre au Japon qu'en France, mais c'est pas peu cher non plus. Donc j'ai pas de bourse. Je suis arrivée au Japon, j'avais pas de revenus du tout. Donc je me suis trouvé un petit travail à côté dans un combini. Je l'ai fait un petit 15 heures semaine pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça m'a permis d'arrondir un peu les fins de mois. Et j'ai de la chance aussi parce que ma mère, elle a commencé à m'aider un petit peu niveau financièrement. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là, mais j'ai de la chance de recevoir 250 euros par mois de la part de maman. Merci maman. Ouais. Du coup, j'arrive là, je pense que je vais finir tranquillement mais ce qui me reste de temps au Japon. Et je recommencerai à travailler pour refaire des économies en France. Parce que je vais rentrer, je n'aurai plus rien. Ouais. Mais tu seras enrichi d'une expérience de fou, clairement. Ouais, c'est sûr. On en parlera quand on fera une interview potentiellement à votre retour. La personne d'avant et la personne d'après, je pense qu'il y a un gros gap qui a été franchi, hein, si on peut dire ça. Ensuite, est-ce que vous avez des bourses pendant votre période de vie au Japon et est-ce qu'elles sont maintenues ou il y en a qui ont sauté, par exemple? Alors moi, j'ai ma bourse Crous, j'ai à peu près 200 euros par mois, donc de septembre à juin. Et j'ai fait une demande de bourse Erasmus+, mais c'est une demande de bourse qui se fait quand tu es dans le pays. Donc en fait, c'est une demande que tu fais sans savoir si tu l'auras ou pas. Donc j'étais pas du tout sûr de pouvoir l'avoir. Et donc je suis content, j'ai pu l'avoir. Donc c'est une bourse de 5 000 euros. Donc c'est la moitié de ce que j'avais pris, que j'avais ramené. Donc ça met du beurre dans les épinards, quand même. Et du coup là, ouais, en fait, si j'avais pas eu cette bourse, j'aurais vécu mon expérience, mais je me serais un petit peu restreint. Là, je vis mon expérience sans trop me restreindre, quoi. Des fois, j'achète des conneries, j'achète des livres, des trucs comme ça, sans trop réfléchir. Et j'essaye quand même de garder un petit peu d'argent de côté pour la vie après, quoi. Ouais, non, du coup, moi, comme je suis plus à la fac, j'ai pas de bourse. En plus, je suis partie dans une école de moi-même, donc j'ai pas d'aide financière du tout. Tous les mois, en fait, je touche rien. Vraiment, tous les mois, je touche zéro, à part du coup ce que j'ai travaillé au Japon et ce que ma mère, elle m'aide un petit peu et ce que j'ai économisé, quoi. Juste,
J'ai eu de la chance. Si on part à l'étranger, même si on n'a pas le droit à des bourses, je pense qu'il faut toujours essayer d'aller voir tout ce qui est commune, mairie, et essayer de se renseigner un petit peu sur les associations, parce que j'ai eu la chance, en faisant une lettre à ma mairie, de pouvoir recevoir une aide financière exceptionnelle, donc en une fois, de 300 euros, je crois. Donc c'est pas sur une année, c'est pas grand-chose, mais ça se prend. Ça se prend vraiment. Totalement. Et ma mairie, elle a fait passer un article sur moi dans le journal. Et cet article, il a été vu par une association de mon village, en fait. Et cette association-là, via la mairie, m'a fait parvenir une aide financière de 500 euros aussi. Donc en tout, grâce à la mairie, j'ai eu 800 euros pour mon voyage et ça fait plaisir. C'est ouf. Carrément. Pour préciser, Ouais. c'est la mairie de France ou du Japon? La mairie de France. La mairie de France. Ok. Après, des fois, au Japon, il faut se renseigner aussi parce qu'ils font des offres spéciales. Là, je sais qu'il y avait eu une montée des prix. Et pour les personnes qui étaient arrivées en septembre dans ma ville, donc moi, je suis arrivée à partir d'octobre, pas de chance. Mais pour les gens qui étaient arrivés en septembre dans ma ville, à partir de décembre, janvier, avec l'inflation, ils pouvaient réclamer une aide de à peu près 500 euros à la mairie, je crois. Ok. Donc, des fois, il y a des petites aides financières aussi, il faut se renseigner. Il faut rester informé. Ok, il y a quand même moyen de retrouver des aides, même si tu finances toi-même Ouais, ton voilà. école. C'est important de le dire. Prochaine question, est-ce qu'il y a un truc que vous regrettez d'avoir pris dans votre valise pour partir au Japon, qui vous sert pas à grand-chose? On avait fait en sorte que la valise elle soit le plus léger possible. Donc, j'avais peut-être 2 pantalons, 2 t-shirts, un pull, quoi. Ok. Ouais. Moi, c'est Intéressant. plus l'inverse. C'est les choses que je regrette d'avoir acheté là pour reprendre, pour repartir. Ouais. Mais Ouais, moi Parce aussi, en que- soi. parce que là, juste là à ma gauche, j'ai mon armoire avec toutes les conneries que j'ai achetées. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour ramener Faudra tout que ça. tu me montres un jour. Hein. Ouais, faudra que je Ah, montre parce un que jour. Thomas, il vache. Il a acheté son lit, il est rempli de peluches. Mon Ouais. Il peut Dieu. même plus dormir. Quand je venais dormir chez lui, je n'arrivais pas à dormir dans son lit tellement il y avait de peluches. Alors maintenant, je me suis calmé, je les ai rangés. Ah, t'as raison, il faut vivre ton expérience comme t'en as envie. Tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un objet que vous regrettez de ne pas avoir pris? Moi, aujourd'hui, je dirais que c'est des bijoux et des chaussures. Parce que, en fait, je pense que je m'attendais vraiment à acheter plein de trucs, plein de vêtements ici. Mhm. Et en fait, comment dire, j'ai tellement l'opportunité de faire des photos pour tout ce qui est Insta que j'aurais bien aimé prendre plus de chaussures, plus d'accessoires et tout. Tu vois, j'avais vraiment des beaux trucs en France. Et à chaque fois, je sors avec des copines et je me dis, purée, si j'avais pris ça, ça aurait pu faire un trop beau truc et j'aurais pu prendre des trop belles photos, quoi. Et est-ce Ouais, que c'est ça tout. veut dire que, C'est tout. d'un point de vue des vêtements là-bas sur place, il n'y a pas autant de variétés qu'ici ou... En fait, c'est juste le style il est différent. Les japonaises, elles mettent souvent des trucs qui sont, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est des vêtements assez droits, Ouais. assez sobres, tout linéaire en fait. Leurs vêtements, Ouais. ils sont assez linéaires, assez sobres. Ça sort pas vraiment de l'ordinaire. Et du coup, les chaussures en général, c'est pareil. Ou alors après, si j'aurais pu aller dans des magasins comme Zara, parce qu'il y a Zara au Japon, Énorme. mais pareil, ça m'aurait coûté cher. Et j'ai pas que ça qu'à faire de dépenser de l'argent pour des chaussures avec lesquelles je pourrais même pas rentrer en France au final parce que j'aurais pas la place dans ma valise, quoi. Intéressant. Toi, du coup, Thomas, à part une PS5? Bah, c'est ce que j'allais dire, mais le problème était réglé. Hein. Enfin, tu C'est sais vrai. que elle me manque vraiment la PS5, hein. Ouais. Elle me manque très très fort la PS5. Ouais, moi, elle me manque aussi. Mais non, à part ça, ce qui me ferait. Enfin, le truc qui me fait revenir en France, là, pour l'instant, c'est la famille, quoi. La famille et les amis. Si ma famille et mes potes décidaient tout d'un coup de venir vivre au Japon, je pense, je partirais pas avant un moment, quoi. Ouais. Je suis vraiment horrible. Ah, toi, tu penses Toi, tu parles aux de tes chaussures, aux amis, tes accessoires, amis, moi, moi, je parle de mes je te dis la chaussures. famille, quoi. Non, mais c'est bien d'hiérarchiser les priorités, hein, clairement. Ouais. Non, mais je- ouais, parce que un truc tout con, mais du coup, avant de partir, j'avais un peu une vision de la famille qui était un peu différente de celle que j'ai actuellement. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était important la famille, mais du coup, j'ai su mettre un peu d'importance justement sur la famille. Ouais.
Top. Et la bouffe, ça vous manque pas, ça? Si, en vrai, Aussi, les kebabs. ouais, les Ah là trucs, là, les kebabs, les tacos, les raclettes, le fromage, le vin blanc. en vrai, ouais, les trucs comme ça, genre. Mais après, la nourriture au Japon, elle est vraiment très, 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 très bonne. Mais en fait, Ouais. si on pouvait juste avoir les deux, Ah ouais, Ah ouais. un si mix on de. pouvait avoir toute la nourriture japonaise, mais à côté, la raclette, le fromage, Ouais. les kebabs et les tacos, moi, je serais hyper heureuse, hein. Ouais, tu ramènes les bons trucs de France. Voilà. Trop bien. C'est pas très français le kebab, mais. Par Ouais, contre, si, mais en les vrai, trucs qu'il y a en le France, quoi. kebab, en fait, le kebab au Japon, il est très, très différent du kebab Ah, il est horrible. français. Ah ouais? Ah, Il n'y a pas c'est de frites. horrible. Déjà, ils le font avec du riz. Ah, déjà, ouais, en général, c'est riz. En général, il n'y a pas de frites. Alors, déjà, il n'y a pas de frites. Dans la plupart des trucs comme ça, il n'y a pas de frites. C'est du riz. Et c'est pas bon. Voilà. Non, non, c'est pas très bon. En Ok. plus, tu payes très, très cher et c'est pas très, très. Nous, en Ouais. France, c'est bien gras, c'est bien gros. Au Japon, c'est petit et c'est même pas gras. Ok, Ouais, d'accord. ça vaut pas trop le coup. Vous avez essayé au moins. Après, vous avez connu le bon avant, du coup, forcément, arrivé là-bas. C'est clair. Ok, Ah ouais. intéressant. Ah, on arrive sur les questions de fin. Combien de temps vous pensez encore rester au Japon? Moi, personnellement, bah, je pense que Thomas, c'est pareil, sauf s'il trouve une occasion pour rester au Japon. Parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué. Mais là, on va partir sur encore. On est fin avril, donc mai, juin, juillet, août. Je pense qu'on va rester là-bas encore à peu près 4 mois. Mhm. 4 mois avant de repartir en France. Et bah pour Thomas, normalement, toi, c'est pareil. Moi, après, je sais que, sauf si je trouve vraiment un truc qui me plaît, je resterai pas au Japon parce que ça va me coûter trop cher. J'aurai pas le budget. Sauf si je trouve un travail qui peut potentiellement m'épanouir, ce qui m'étonnerait parce que j'ai vraiment pas envie de travailler ici quand je vois comment ça se passe. C'est pas, en fait, c'est juste pas mon truc. Ouais. C'est juste pas mon truc. Et Thomas, lui, c'est un peu différent. Genre, je pense que s'il trouverait un travail ici, il pourrait rester, quoi. Ouais, là pour l'instant, je suis encore dans une période de réflexion. Je sais pas trop ce que je veux faire, etc. Mais du coup, je parle avec des gens. Bah là, pas plus tard que hier, justement, je parlais avec un ami, un ami mexicain qui qui a vécu en France et qui là est au Japon et tout. Et on parlait et tout ça. Il me disait qu'en gros, il regrettait de pas avoir fait les trucs qu'il voulait faire dès qu'il pouvait les faire, de pas avoir saisi les occasions. Du coup, je suis en train de réfléchir à ce genre de choses, pas laisser les occasions si jamais elles se présentent. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'occasion qui se présente à moi. Genre, j'ai pas quelqu'un qui me dit ok, tu peux venir faire des études chez moi ou travailler chez moi. Je resterai pas au Japon pour travailler dans un combini ou dans un supermarché. Mhm. Ça m'intéresse pas vraiment. Si je pourrais rester pour un travail, je sais pas, dans les langues ou quelque chose comme ça, prof ou quelque chose comme ça, mais juste trouver un travail juste pour rester, non. Je pense là, ce que je vais faire, c'est rentrer en France en fin août, début septembre, travailler pendant une année, finir mes études sur le côté, et puis après voir pour repartir peut-être dans 2 ou 3 ans ici ou dans un autre pays. Voilà, Ou alors, dans 2 ans, on peut aller aux États-Unis aussi. pour l'instant, ouais. Moi, je Voilà. rentre en France, je reprends ma licence d'anglais, je fais un petit échange aux États-Unis, tu fais ton petit PVT, tu viens avec moi, hein. Ouais. Bah là, pour l'instant, mon cœur là, il se porte plus sur la Corée. Pas encore eu l'occasion d'y aller en Corée? Non, pas encore. On réfléchit pour y aller fin juin, mais Normalement cet été, ouais. Ok, ouais, donc vraiment, Non, ouais, c'est pas figé. Ouais, d'accord. Moi, ce que j'avais entendu, c'était que vous rentriez en août pour passer les examens aussi en France. Si ça se passait pas bien au Japon, je crois, si j'avais bien compris. Non, pas vraiment. moi, en fait, il faut que je revienne en France parce que je vais reprendre mes. Putain, j'ai oublié de m'inscrire. Excuse-moi. Je vais reprendre mes études à la fac de Lille. Genre, pas en première année, mais du coup, je vais reprendre en deuxième année. Et au lieu de faire la licence de japonais, là, je vais faire licence d'anglais avec français et langue étrangère. C'est pour apprendre à apprendre le français à des étrangers. Ok, de ouf. Donc là, c'est vraiment orienté sur les pays anglophones, alors là. Voilà, en fait, c'est juste pour valider mon niveau d'anglais. Genre, D'accord. après, français, langue étrangère, c'est général, tu vois. C'est vraiment la manière de
d'apprendre le français, tu vois, en tant que Français, comment apprendre ta langue à des étrangers, en fait. Après, l'anglais, c'est vraiment juste pour le valider et pour potentiellement avoir une chance de faire un échange dans un pays anglophone pour finir ma licence, quoi. Ok. Avec une préférence pour les USA, de ce que j'ai compris. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai réfléchi longtemps et je me suis dit, l'Angleterre, c'est trop proche. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, il y a trop d'insectes. Et le Canada, c'est encore plus cher que les États-Unis. Ouais. Alors, effectivement, l'Australie, oui, il y a beaucoup d'insectes. La Nouvelle-Zélande, beaucoup moins, tu vois. En tout cas, beaucoup moins gros. Le climat est très différent. Quoi. Non, en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai une amie qui vit en Nouvelle-Zélande et je l'ai déjà vu prendre des photos d'insectes qu'il y avait là-bas. Et rien qu'en voyant ça, je sais que déjà là, le Japon, j'ai du mal, quoi. Ok, non, tu le sais, il n'y a pas de problème. Mais j'avais vraiment vu que l'Australie, effectivement, c'était connu pour ça. Pas que les insectes, Ouais. d'ailleurs. Hein, il y a tout type de reptiles. Oui, tout veut te tuer en Australie, de toute façon. Ouais, même un kangourou, c'est hyper vénère, tu vois. Et à l'inversement, la Nouvelle-Zélande est un bon compromis, justement, là-dessus, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas d'espèces vraiment dangereuses là-bas. Quasiment pas. Ouais. Bref. Mais en fait, c'est juste, j'ai une peur phobique des insectes, c'est tout. Je peux comprendre. Clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis l'Amérique, c'est énorme aussi. L'Amérique, tu as plein de climats. Enfin, c'est premier ou deuxième, non, je crois que c'est le troisième pays le plus grand du monde, après la Russie et le Canada. En vrai, je vais pas mentir que j'ai une mauvaise image des États-Unis. Et du coup, aller sur place, ça me permettrait peut-être de me faire ma propre idée, quoi. Très intéressant. Moi, ça me fait des interviews, donc c'est très bien. Mais ok, top. Donc, donc pour résumer, donc là, vous pensez rester jusque fin juillet, août, j'imagine, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les gens qui aimeraient partir vivre au Japon et vivre le même type d'expérience, c'est-à-dire étudier au Japon? C'est qu'en vrai, je vais pas mentir, le chemin, ça va être un peu compliqué. Ça va pas être facile, que ce soit en passant par la fac ou en faisant les démarches soi-même pour rentrer dans une école. Franchement, l'un ou l'autre, ça va pas être facile parce qu'il y en a un qui demande du travail au niveau scolaire et il y en a un autre qui va sûrement demander du travail pour économiser de l'argent. Mais faut vraiment le faire parce que ça ouvre des horizons, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et ça permet de se rendre compte aussi de plein de trucs sur soi-même. C'est vraiment très intéressant et moi, vraiment, je sais que là, ça vous paraît peut-être, pour beaucoup de personnes, ça paraît inatteignable, mais ça l'est pas. C'est juste très compliqué, il faut s'en donner les moyens et il faut le faire, quoi. Moi, si j'avais juste un truc à dire, c'est que avant de partir, j'avais l'impression que le Japon c'était inatteignable, c'était un rêve un peu fou et que c'était inatteignable. Et là, je me retrouve à 21 ans à du coup avoir réalisé l'un de mes rêves. En vrai, je pense que c'était l'un de mes plus grands rêves. Je l'ai réalisé et du coup, les rêves c'est bien pour nous faire avancer. Et donc après avoir réalisé ce rêve-là, du coup, je me retrouve à trouver d'autres moyens d'avancer, d'avoir d'autres rêves ou je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir passé le niveau max sur un MMORPG, que la vie elle commence enfin, quoi. Voilà. Ouais. J'ai l'impression d'être sur WoW, je suis niveau 100 et là ça commence vraiment à être excitant vu que j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai un peu moins cette pression de qu'est-ce que je peux faire, etc. Si j'ai un peu plus d'opportunités, même si je sais pas, c'est étudier un an au Vietnam, même si là ça me parle pas, peut-être que j'y réfléchirai et si c'est une opportunité je la saisirai peut-être. Tu vois, c'était un de mes rêves les plus fous de venir au Japon. Je pensais, en fait je m'étais dit même, c'est sûr en fait, genre je vais canner avant d'y aller, je vais mourir dans l'avion ou l'avion il va jamais arriver à l'aéroport. Je vais jamais arriver à mettre un pied au Japon parce que je sais pas, ça semblait tellement inatteignable. Et en fait non, il faut travailler, il faut aussi avoir un peu de chance en vrai, il faut aussi avoir un peu d'argent aussi, il faut pas se mentir, il y a plein de facteurs qui font que c'est possible. Mais la motivation de ce rêve-là vaut la chandelle en gros. L'expérience est incroyable. Et voilà, si quelqu'un rêve de ça, que ce soit dans n'importe quel pays, qu'il faut qu'il se lance et qu'il ait peur de rien et qu'il fonce.
Ouais. De ouf. En vrai, c'est oufissime parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Peu importe la voie que tu choisis, c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup de ouf. Parce que je regarde toutes les photos, toutes les vidéos que j'ai prises et du coup, toutes les souvenirs, tous les trucs que j'ai fait. Et j'ai fait plus de trucs en 7 mois que dans toute ma vie, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir en 7 mois de ma vie, d'avoir fait et vu tellement de choses, d'avoir appris tellement de choses sur les autres, sur moi, que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu 10 ans d'un seul coup. J'ai vraiment pris 10 ans d'XP. Et ça, il y a plein d'expériences, plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça que des fois, je prends des périodes pour réfléchir, pour me poser et me dire, ok, vraiment, est-ce que vraiment je viens de prendre cette photo-là ou est-ce que vraiment j'ai vécu ça? Ouais, ok, j'ai vécu ça, ouais. Ouais, stylé, ouais. Des fois, vraiment, je regarde mon téléphone et je suis en mode, c'est moi qui ai fait cette photo. Voilà. Juste pour ça, je trouve que les efforts qui ont été faits, bon, il y a des efforts qui auraient pu être encore plus forts, etc. Mais je veux dire, le chemin qui a été parcouru, les efforts qui ont été faits, les sacrifices aussi parfois, valent clairement la chandelle et qu'il faut se donner à fond, quoi. Ah, de ouf. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Et clairement, de donner les moyens d'y aller. C'est important de dire aussi que ça fait presque 2-3 ans que vous avez commencé à économiser pour partir là-bas. Enfin, je veux dire, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a quand même plusieurs années de préparation, si on peut dire ça. Donc, globalement, vous êtes donné les moyens d'y arriver. Et c'est assez rigolo parce que vous avez 2 parcours au début assez similaires et au final, vous avez pris 2 moyens différents d'aller là-bas. Et au final, ça marche. On peut y arriver et c'est important de le dire. Mais c'est un investissement, il faut se motiver, il faut en avoir vraiment envie. Et ça, c'est important. Je sais pas si je garderai ça après dans l'interview, mais c'était rigolo parce que toi, le mot de la fin que tu m'avais donné sur l'interview d'avant, c'était sachez pourquoi vous partez. Tu vois. Tu m'avais dit, tu faut pas partir juste parce que j'aime le japonais, je veux l'apprendre vite fait. Enfin, il y a un vrai projet qui devait se faire de vie là-bas. En tout cas, c'est ce que j'en avais retenu. Peut-être que ça a changé. J'avais dit ça, toi. Ouais, j'avais dit ça, ouais. Des fois, je dis des trucs. C'était juste avant de dire voter Eric Zemmour, je crois. Et après voter ouais. C'est ça, j'avais fait un Z. Sachez pourquoi vous partez, mais souvenez-vous de qui vous êtes. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, t'avais cette phrase, mais c'était plus dans les études, dans le rapport avec les études du japonais, de ne pas le faire pour de mauvaises raisons, entre guillemets, de se dire, le japonais stylé, j'ai envie de parler du japonais, parce que c'est stylé, tu vois. Voilà, ça s'arrête là. Et ça doit être encore pire pour partir au Japon, mais je pense que quand tu pars au Japon, t'as déjà un stade de plan de vie qui est plus ou moins pas tracé, mais on va dire, tu sais pourquoi tu pars là-bas, quoi. C'est plus de la passion. Sinon, ce serait un voyage. Tout simplement. Parce que la plupart des gens qui pensaient que c'était un jeu, quand ils sont rentrés dans la licence de japonais, ils sont très très vite repartis aussi. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup, ils sont arrivés en licence de japonais en pensant que ça allait être Japan Expo, ils ont été vite déçus. Hein. Ouais, c'est vrai. En général, au bout de 2 mois, ça s'affine. Tu vois, il y a de moins en moins de gens. Au début, le jour de la rentrée, il y en a qui sont arrivés avec, tu vois, les pyjamas en forme de panda et tout. Kigurumi, ouais. Ah bah si, mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, il y en a, ils rentrent dans la licence de japonais comme si c'était Japan Expo. Bah après, genre, j'aimais pas de jugement, c'est juste que ça reste des études, c'est pas l'endroit, quoi. Ouais. Ça. C'est pas un style vestimentaire particulier, c'est vraiment, ils se sont dit, ouais, trop bien, je vais aller apprendre le japonais, je vais mettre mon pyjama panda. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, c'est cool. Et encore, vous avez peut-être pas encore assez de recul sur votre voyage parce que vous êtes encore là-bas, même s'il y a quand même des réflexions qui commencent à naître. Mais je pense que ça va être vachement intéressant quand vous serez rentré, vous aurez quelques mois de recul là-dessus. Je vais pas vous faire stresser là-dessus, parce que dit comme ça, c'est un peu badant de se dire ah, putain, je vais rentrer. Mais déjà, vous avez l'air d'avoir bien réfléchi à ce que vous avez vécu, et c'est vachement cool. Donc forcément, vivre au Japon, c'est génial. Mais avant de partir vivre et étudier au Japon, il y a eu toute une préparation. Ça tombe bien parce qu'avec Thomas, on avait fait une vidéo où on parlait de tout ça. Mais d'ailleurs, Thomas, on parlait de quoi dans cette vidéo ? Et bien justement, dans cette vidéo, on avait vu tout l'avant. Donc l'argent, les bourses, mais aussi les raisons de pourquoi je suis parti et pourquoi j'ai choisi le Japon et pourquoi j'apprends le japonais. Qu'est-ce que tu conseillerais comme préparatif pour partir au Japon ? Bah, si ça t'intéresse et que tu as envie d'en apprendre un peu plus, je t'invite à cliquer ici.